Mes cheveux là sont un peu bizarres. C'est pas grave. On va toujours... Les 16h20 ici. J'espère qu'il y aura quelques personnes en ligne. Les 16h20. J'espère qu'il y aura quelques personnes en ligne. Les 16h20. J'espère qu'il y aura quelques personnes en ligne. D'habitude, je passe à 10h, 11h. Aujourd'hui, les 16h. Il fallait qu'on se souvienne un peu du Seigneur, qu'on aille un peu dire merci à Dieu. Et nous sommes de retour. Alors, chers frères et sœurs, avant d'ouvrir mon Messenger, ma tablette est déchargée, je ne l'ai pas chargée. Dieu merci que tout est sur Messenger. Voilà, donc on va continuer avec le Messenger. Je vais l'ouvrir rapidement. Donnez-moi un instant. Que Dieu bénisse les Côte d'Ivoiriens et les Côte d'Ivoiriennes épris de paix, de vérité et de justice. Que Dieu bénisse en ce magnifique dimanche, ou peut-être si vous regardez lundi, après ceux qui vont regarder en rediffusion, que Dieu vous bénisse. Voilà. Tout ce que je peux dire, je vais ouvrir mon Messenger rapidement. Bon, je vais prendre ce téléphone là et je vais charger ce téléphone. Donnez-moi un instant, j'arrive. Un instant. Elle a où la prise? Voilà. Je suis là. 58 personnes. Merci beaucoup d'être là. Connectez-vous rapidement. On va continuer. On va poursuivre. Le direct n'est même pas encore... il n'a pas encore envoyé les notifications que je suis en direct. Je ne me vois pas en direct. Bon, mais comme ça fait déjà 3 minutes, il ne faut pas perdre le temps. Nous allons essayer de continuer concernant la crise post-électorale. Chers frères et sœurs, la fois dernière, voilà, vous voyez, tout est là, hein, je vais fermer comme ça pour ne pas que... Vous voyez? Voilà, tout est là. Voilà, vous voyez, les photos sont là. Voilà, tout est là. Je ne veux pas qu'on puisse faire trop, quoi. Voilà. Connectez-vous, s'il vous plaît. Tout est sur Messenger ici. On va rédiger toute l'histoire tragique de notre pays. Et nos enfants, nos petits-enfants auront donc les détails de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Voilà, parce que ce sont eux qui vont diriger demain le pays, n'est-ce pas? Voilà, donc il faut que ces enfants-là sachent la vérité. Voilà, il faut que ces enfants-là sachent la vérité. Donc, c'est un peu ça. J'attends 100 personnes, mais depuis ça n'arrive pas 100. Ce n'est pas grave, on va quand même continuer. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Le sergent-chef Ibrahim Koulibaly est toujours le sujet de nos analyses et nos rappels concernant l'histoire de la Côte d'Ivoire où les enfants du pays sont tombés. Cette crise que nous expliquons a endeuillé donc notre nation. J'ai vu une vidéo où il y a un autre rebelle lui-même qui rend témoignage de comment est-ce que la guerre s'est déroulée.
Il y a une page là qui a partagé ça, ça fait plusieurs vues. Et nous vous disons que quelque chose s'est passé en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui étaient très petits, quelque chose s'est passé dans notre pays à cause d'une histoire de politique. Tout un village ou plusieurs villages ont été incendiés. Il y a même une ethnie, on ne sait pas ce que cette ethnie a fait à ces rebelles, mais on parle du peuple Oué. Il y a même un peuple en Côte d'Ivoire. Tous les peuples ont été touchés, puisque les gens ont occupé le pays de partout. Donc tous les peuples de Côte d'Ivoire, les Dida, ont perdu leurs enfants, leurs dignitaires et même leurs représentants dans le gouvernement qu'on appelait Bogadoudou. On en a parlé la fois dernière. Vous comprenez un peu? Voilà. Et les Lida Kwasi qui étaient sur les listes, c'est-à-dire il y avait plusieurs personnes sur les listes, y compris le président Laurent Gbagbo lui-même. Vous comprenez un peu, chers frères et sœurs. Donc il faut que nos petits frères et nos petites sœurs qui ont aujourd'hui 18 ans, 20 ans, 22 ans, qui avaient quelques mois, qui étaient nés il y a quelques mois, il faut que nos petites sœurs sachent en détail ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Alors, après tout ce que nous avons raconté, on va bondir directement sur Ibrahim Koulibaly qui va rentrer en action. Lorsqu'ils ont échoué en 2002 et que le pays était coupé en deux, le président donc Laurent Gbagbo a pris le pouvoir, n'est-ce pas? On va expliquer ce qui s'est passé pendant la prise du pouvoir. Lorsque le président Laurent Gbagbo a pris le pouvoir, les rebelles sont rentrés dans le gouvernement, notamment Soro Guillaume et plusieurs, donc je vais dire, rebelles même, qui avaient des armes sur le terrain, dont les grades de terre ont été reconnus par le gouvernement du président Laurent Gbagbo, parce qu'il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. C'était donc ce qui s'est passé. Et moi-même, je vais faire des recherches là-dessus aussi, concernant donc les négociations qu'ils ont imposées au président Laurent Gbagbo, notamment les négociations d'Accra 1, Accra 2, Pretoria 1, Pretoria 2, Pretoria 3, Marcus 6 et tout ça. Les rebelles avaient déjà occupé plusieurs villes en Côte d'Ivoire. Le pays était coupé en deux totalement. Donc nous vivions avec des rebelles. La vie avait repris son cours. Mais malgré ça, les rebelles occupaient des maisons, occupaient des champs, des Côte d'Ivoiriens, Côte d'Ivoiriennes. Et le peuple était vraiment martyrisé jusqu'à ce qu'on arrive en 2011. Donc depuis cette maudite date, le 19 septembre 2002, la rébellion qui a été formée au Burkina Faso, depuis cette rébellion, les Côte d'Ivoiriens ont vécu dans la peur jusqu'en 2011, où il devrait avoir une élection donc pour un nouveau président. Donc on va rebondir à partir de là pour évoluer un peu. Mais au fur et à mesure, on reviendra pour pouvoir donner certains détails dans les vidéos suivantes. Après avoir tué et écarté tous les pro-IB de la rébellion par Soro Guillaume et ses hommes, Soro Gbagbo Guillaume rentre en scène et règne désormais en maître absolu. IB va donc disparaître et se faire oublier. Disparaître pour réapparaître dans la crise post-électorale. Donc lorsqu'ils ont commencé, je vais dire 2002, 2003, 2004, les gouvernements, tout cela, le pays est divisé en deux, mais la vie suit son cours, puisque le président Laurent Gbagbo est toujours président. Vous voyez? Donc les rebelles, ayant été malmenés par les ABI, les CKCK, les Déto-Leto, et toutes ces personnes qui étaient donc du côté du président, y compris Philippe Mangou. Vous avez vu Philippe Mangou qui a fait des déclarations. Laissez-moi vous faire écouter une déclaration de Philippe Mangou en pleine guerre. J'espère qu'ils ne vont pas bloquer ça, c'est pas quand même. On va essayer ça encore pour voir.
Voilà. Philippe Mangou. Philippe Mangou. Crise de 2002. Je vais voir ce que Google on va me donner. Je veux que vous puissiez l'écouter un tout petit peu. Un tout petit peu. Voilà. Je pense que j'ai ça ici. Ici, nous étions en pleine guerre. La vidéo que nous allons vous montrer, elle a été postée par Africa Media. J'espère qu'ils ne vont pas nous blaguer. Ils ne vont pas nous blâmer si on montre leurs images. Il y a plusieurs années en arrière, Philippe Mangou face à la presse pendant la crise côte d'ivoirienne. Bon, ils ont mis ivoirienne, moi j'appelle ça côte d'ivoirienne. On va écouter Philippe Mangou très rapidement pour les petits frères et les petites sœurs qui étaient encore bébés ou qui n'étaient pas encore nés. Voilà Philippe Mangou qui parle. Il était le général du corps, de tous les corps confondus. Le général suprême, donc, le général des armées, en tout cas. Donc, quand on dit armée, après Babo Laurent, c'est Philippe Mangou qui venait. Donc là, ils ont fini une réunion avec tous les autres généraux, les Kassaraté, les Teto Leto, les Abéi Jean-Noël, tous les généraux. Et Philippe Mangou vient maintenant parler un peu. On va écouter ça un tout petit peu. Bien. Je voudrais donc profiter de la présence du ministre Blé Goudé, qui est le président de la jeunesse ivoirienne, qui est venu ici nous apporter le soutien de cette jeunesse, pour m'adresser un peu à un des jeunes aussi, qui par la force des choses est devenu aujourd'hui. Nos petits frères, nos petites sœurs, ce monsieur que vous voyez s'appelle le général Kassaraté. Père à son âme, après avoir trahi les Ivoiriens, il est mort. Ce monsieur que vous voyez ici, qui est devenu maintenant un Facebookman, il s'appelle avant le général Charles Blé Goudé, qui représentait toute la jeunesse ivoirienne. Donc il revenait aussi de cette grande réunion avec le chef d'état-major, le général Philippe Mangou, général 4 étoiles, que Gbagbo Laurent a nommé général, et qui a trahi Gbagbo Laurent, et qui a été un simple ambassadeur au Gabon, sous Draman Ouattara. Donc toutes ces grandes personnalités, ces trois personnalités que le monsieur a fait par sa politique, le président Laurent Gbagbo a donné l'image à Blé Goudé, il est devenu traître. Il ne peut même pas dénoncer ce qui se passe au Mali. Ce monsieur Philippe Mangou a été nommé général, a été fait général sous le président Laurent Gbagbo. Kassaraté, tous ceux-là, ils ont tous trahi les Ivoiriens. Il faut le savoir, il faut le retenir. C'est pourquoi quand aujourd'hui, un homme qui avait une telle valeur, qui s'arrêtait là même, où je ne connais pas quelqu'un dans le gouvernement de Draman qui pourrait s'arrêter là, avec le cœur et l'amour des Ivoiriens, qui aujourd'hui poste des vidéos, il ne peut même pas avoir 50 000 vues. Parce que les Ivoiriens l'ont vomi. Et les Ivoiriens ont découvert son vrai visage. Nous remercions le président, le chef de l'État, Alassane Draman Ouattara, pour le fait de nous montrer aujourd'hui les vrais, je veux dire, les vrais poltrons de la politique ivoirienne, la côte ivoirienne. On va quand même écouter, c'est pas grave. Écoutons quand même. Premier ministre, qui du haut de son piédestal nargue tout le monde. Je veux parler de Guillaume Soro. Voilà. Je veux parler de Guillaume Soro. Donc, avant de passer avec mon informateur, il faut bien qu'on mette le décor de l'historique, l'histoire de la Côte d'Ivoire. Guillaume Soro, à cet instant-là, à ce moment-là, est devenu premier ministre en Côte d'Ivoire à cause de la guerre. Il faut le dire clairement à la guêpe, il faut le dire clairement à toutes les personnes qui aboient en son nom. Parce que les gens veulent tronquer l'histoire comme s'il était quelqu'un. Il était étudiant en faculté d'anglais. Voilà tout ce qu'il était en Côte d'Ivoire. On était tous des élèves étudiants en Côte d'Ivoire. Vous comprenez un peu? Mais Guillaume Soro est devenu ministre, premier ministre. Et là, comme il comptait sur sa rébellion, qui était toujours armée, les armes sont enterrées de partout, les gens narguent les gens. Guillaume Soro faisait des déclarations et il narguait le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Et lui-même, il a reconnu, quand il dit qu'il a fait son palabre, son soi-disant palabre, donc l'autre côté, il disait que matin, j'insulte le président Laurent Gbagbo sur RFI, et puis le soir, je suis au conseil des ministres avec lui. Et je ne peux même pas regarder le monsieur en face. Et quand Gbagbo me voit, Gbagbo me dit, mon petit Guillaume, ça va? Non, il dit le premier ministre Guillaume, ça va? Et Gbagbo donne dos. Vous comprenez? Donc, c'est le fait de narguer tout le monde, parce qu'il se croyait tellement fort.
à cause de ces armes que le général Philippe Mangou a fait une sortie pour donner un droit de réponse à ses côtés. Le général de la rue et de toute la jeunesse, Charles Blé Goudé, et le général de la gendarmerie nationale, M. Kassaraté, qui sont tous des généraux 4 étoiles, 3 étoiles, et l'autre là, 0 étoile. Blé Goudé était 0 étoile. C'est nous, on faisait de lui général, parce qu'on l'aimait. À cause de cette dit, aujourd'hui, Blé Goudé lit sur papier pour s'exprimer. Et ça fait pitié. Ça fait pitié. On y va. Aujourd'hui, Premier ministre, et qui du haut de son piédestal, nargue tout le monde. Je veux parler de Guillaume Soro. Dans l'interview, Guillaume Soro me dit que je ne suis pas du côté de la vérité, que je suis fils de pasteur. Je le reconnais. Mais je lui dis qu'il n'est pas du côté de la vérité, qu'il a été ancien séminariste, donc il était pratiquement lui à deux doigts d'être prêtre, c'est-à-dire homme de Dieu. Il faut que les choses soient claires pour les Ivoiriens. Et je voudrais que les Ivoiriens sachent la vérité. Nous avons été approchés par ce monsieur pour nous demander de mettre l'armée à la disposition de M. Alassane Ouattara qui, dit-il, venait d'être élu. Vous comprenez le général? Pendant que... C'est pourquoi il dit Guillaume Soro, tu as fait ta guerre, on t'a donné la plus grande position dans le gouvernement. Guillaume Soro approche Kassaraté, non pardon, le général Philippe Mangou, pour demander à Mangou de mettre toute l'armée à la disposition d'Alassane Dramane Ouattara. Quand Kassaraté a refusé, Guillaume Soro est allé sur les antennes pour narguer le général. Donc lui, quel que soit là, c'est-à-dire, là où il se trouve, ce monsieur, il veut toujours s'imposer. Dans la rébellion, quand c'est mort, Pachi, il a été tué. Ils ont mangé son cœur. Ce sont les éléments de Guillaume Soro. Il a mélangé tous les rebelles et il les a montés contre IB. Et quand on va poursuivre plus tard, lorsqu'ils vont finir la guerre de 2011, c'est lui encore, Guillaume Soro, je vais montrer les vidéos, qui va demander à Dramane Ouattara de donner l'assaut final sur Abobo pour tuer IB. Et c'est comme ça IB a été tué. Et c'est comme ça qu'il est devenu Premier ministre, ministre de la Défense, président de l'Assemblée nationale. Si Guillaume Soro aujourd'hui est là où il est et puis il dit qu'il est dans l'opposition, c'est parce qu'on ne lui a pas donné le poste qu'il visait. Le seul poste qu'il n'a pas encore occupé, le poste du président. Parce que c'est ce qui était le deal. C'est pourquoi aujourd'hui il dit qu'il est du côté des Côte d'Ivoiriens. Il faut que les Ivoiriens sachent la vérité. Mangou n'avait pas encore trahi. Il avait toutes ses facultés en place et il respectait encore ses galons. Et il parlait. C'est pas moi qui parle. On continue. Mais tout à l'heure, on va revenir avec les informations, avec ce que mon informateur m'a dit sur Guillaume Soro. Mais j'aimerais que vous puissiez écouter d'autres personnes qui parlent. Parce que les gens pensent que c'est parce qu'on a la haine, comme ce monsieur. Il est Côte d'Ivoirien. Je ne peux jamais changer sa nationalité. Mais ce n'est pas parce que tu es Côte d'Ivoirien. Jude a été avec Jésus. Vous savez de quoi je parle. On continue. Non. Il nous a envoyé quelqu'un, certainement ça doit être un appât de sa part, pour nous dire que nous devons être nommés chef d'état-major. J'ai dit à son émissaire que j'ai fait 6 ans de commandement et que même si aujourd'hui le président Gbagbo venait à me remercier, je retourne tout simplement au village. Donc ici, Guillaume Soro continue encore sa malice dans le but de tromper les gens. Il appelle le général Mangou. C'est-à-dire que Gbagbo aura été élu, ça fait 6 ans. Quand il dit 6 ans de commandement, parce que ce monsieur n'a jamais été général en Côte d'Ivoire. Il a été général sous Gbagbo. Donc ça veut dire compter de 2000 jusqu'en 2006. Donc là où le monsieur parle, nous sommes en 2006, en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui avaient 2 ans, 3 ans, nous sommes en 2006. Le monsieur dit, Guillaume Soro m'a approché, il a envoyé un émissaire, c'était un appât, pour que je change de position. Et il me dit que si je mets l'armée à la disposition d'Alassane Dramane Ouattara, je serai nommé donc général. Et lui, il dit, j'ai fait 6 ans de commandement au poste que tu me proposes. Donc, si Gbagbo arrive à me remercier demain, je m'en vais m'asseoir au lieu de trahir mon pays. Mais bon, quand ils sont à leur poste, ils savent bien parler. Mais demain, quand c'est gâté, c'est eux qui trahissent. Et lui, il a trahi pour ceux qui ne le savent pas. Et Charles Blé Goudé a trahi pour ceux qui ne le savent pas. Et Kassaraté aussi a trahi pour ceux qui ne le savent pas. On continue avec le général.
Le son est tellement petit, c'est pas pourquoi mon téléphone est comme ça, la tablette est déchargée, je suis en train de décharger ça, on va faire avec. Je ne souhaitais pas être chef d'état-major de M. Alassane Dramane Ouattara. Si c'est ça qui dit que je ne suis pas dans la vérité, j'ai dit je ne suis pas dans la vérité. J'ai eu des entretiens avec M. Guillaume Soro. Je lui ai dit que c'est lui qui a conduit le processus. À un moment donné, il a même dit qu'il était arbitre. Et je lui ai tout simplement dit que quand on a conduit le processus, comme il a fait, et quand il s'est dit arbitre, comme il a été, il se doit de dire aux Ivoiriens la vérité. Nous avons tous écouté M. Guillaume Soro. Il nous a toujours dit, à la réunion des généraux, comme aux Ivoiriens, que tous les candidats ne devaient se prononcer qu'après que le Conseil constitutionnel ait donné les résultats définitifs. Est-ce ce qui a été fait? Ce n'est pas ce qui a été fait. Nous, les forces de défense et de sécurité, nous avons une mission. Celle de défendre l'intégrité du territoire national en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, quelles que soient les formes d'agression. Celle de protéger les institutions de la République. Voilà, on va s'arrêter là. Alors, donc ici, le monsieur a rappelé à Guillaume Soro que j'ai fait 6 ans de commandement. Donc, c'est juste pour mettre l'accent sur la malice de monsieur Guillaume Soro. Juste pour mettre l'accent sur la malice de monsieur Guillaume Soro. On va maintenant, parce que la vidéo dure un peu, il parle beaucoup, on va continuer avec mon informateur, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, donc on est toujours pendant la crise post-électorale maintenant. On a fini avec la première rébellion, donc on continue. Après avoir tué et écarté les pro-IB de la rébellion par Soro Guillaume et ses hommes, Guillaume Guibafori Soro règne désormais en maître absolu et IB va donc disparaître pour se faire oublier. Disparaître pour réapparaître dans la crise post-électorale. C'est la France et Alassane Dramane Ouattara qui ont encore approché IB pour le convaincre à rentrer en Côte d'Ivoire, pour jouer un grand rôle dans la chute du président Laurent Gbagbo. IB a donc quitté la France pour le Burkina Faso, puis est rentré transporté par l'armée française. Donc ça, on avait lu ça hier, mais je vais quand même lire et puis on va continuer avec les autres. Ça me rappelle un peu. Ah, peut-être que j'ai lu ça seul, je ne sais pas, parce que j'ai relis avant de faire truc. Voilà. Donc, transporté par l'armée française avant même les élections à Abobo, où il commence à mettre son commando en place. Le RDR et la France, quel que soit donc l'issue des élections, gagnées ou pas, il fallait faire la guerre au pouvoir de M. Gbagbo Laurent. IB donc étant à Abobo, il sera ravitaillé en armes par le même Blaise Compaoré, président du Burkina Faso, et la France donc va convoyer ces armes-là que le Burkina a offert vers Abobo. Donc en se servant du 43e bâtiment, c'est des cargos qu'on ne peut pas fouiller parce que c'est le 43e bâtiment. Déjà, c'est les armes qui proviennent du 43e bâtiment qui vont donc transiter par 43e bâtiment et eux, ils vont aller déposer ça chez les rebelles à Abobo. Donc, ils étaient en train de préparer donc, la guerre de la crise post-électorale. Donc, quelle que soit l'issue des résultats, ils doivent faire la guerre au monsieur pour pouvoir positionner les gars. Voilà. Les premiers tours des élections passent avant quelques incidents, mais Gbagbo devient premier. Donc il y a des incidents, les gens sont chassés du bureau de vote, tout, mais Gbagbo est sorti premier. Bédié est devenu deuxième et Alassane Dramane Ouattara troisième. C'était ça le résultat réel. C'est-à-dire le résultat réel là. Gbagbo premier, Bédié deuxième, Alassane troisième. Mais voilà ce que les gens ont fait. Puisque lui qui était le président de la commission indépendante électorale, il était pro-RDR. C'est le résultat réel. Le président de la CEI, lui-même, qui est fruit du PDCI-RDA et qui est nordiste, très amoureux du président Laurent Gbagbo et Alassane Dramane Ouattara, inverse donc les résultats. Bédié sera donc troisième, donc ce qui veut dire qu'il est éliminé. Au deuxième tour, Bédié est éliminé. Et Bédié décide de faire appel de ces résultats. Mais son avocat
Aoussou Jano, qui était de Covenance, pardon, avec Alassane Dramane Ouattara, va fermer son portable. Il sera donc injoignable jusqu'à 48 heures, donc 2 jours, limite des réclamations. C'est-à-dire quoi? Aoussou Jano, lui qui est l'avocat de Bédié, il est déjà du côté des rebelles. Et donc, lorsque Bédié fait l'appel pour dire ces résultats-là, moi, il ne peut pas sortir troisième. Quand il regarde Baoulé, en Côte d'Ivoire, Baoulé est trop nombreux. Et quand je regarde les choses qu'ils ont dépouillées, je ne pense pas que j'ai été troisième. Donc, on va faire appel. Parce que si on fait appel, vraiment, tout sera encore revu. Et on va voir les magouilles. Alors, Aoussou Jano a fermé son portable. Bédié, il est coincé. Puisque c'est son avocat attitré. Son avocat reconnu. En qui il avait confiance. Aoussou a fermé son téléphone pendant 2 jours. Or, c'est 2 jours qu'un candidat a pour pouvoir faire appel. Si les 2 jours passent, tu ne peux plus faire appel. Voilà comment il a trompé Bédié. Aoussou Jano. Voilà. Tout ça, il faut le dire. Aoussou Jano était de convenance avec Alassane Dramane Ouattara, va donc fermer son téléphone. Il sera donc injoignable jusqu'à 48 heures, limite des réclamations. Bédié est donc out. Donc Bédié est donc hors jeu. Le second tour oppose donc Alassane Dramane Ouattara à M. Laurent Gbagbo. Cette fois-ci, les incidents vont devenir très dangereux, avec des violences pas possibles sur les militaires du parti au pouvoir en zone sous occupation rebelle. Donc les zones comme Bouaké, Korogo, Odiéné, etc., qui sont majoritairement sous occupation rebelle, ces zones-là, il y aura plein d'incidents. Les gens vont rentrer dans les bureaux de vote. Il y a même des bureaux de vote où Alassane a fait 100%. Ce qui n'est pas logique et normal. Parce que dans un bureau de vote, il y a toujours le représentant des candidats. Donc ça veut dire que Gbagbo avait quand même son représentant. Donc il pouvait avoir quand même une seule voix. Mais il y a des coins où ils ont mis 100%, tellement ils ont triché là-bas. Vous comprenez un peu? Voilà. Les représentants de Gbagbo Laurent seront tabassés, et puis jetés dehors. Et ne pourront pas donc voter pour leur candidat. Il y aura des violences dans chaque bureau de vote. Il y aura plusieurs PV qui n'ont pas été signés. Il y aura des cafouillages de partout et la commission électorale indépendante peinait donc à retrouver les vrais résultats. Il faut signifier que le président Laurent Gbagbo avait cédé plus de place à l'opposition, à la CEI, et même le président était de l'opposition. C'est-à-dire le président de la CEI était de l'opposition. Et plus de personnes représentant à la CEI étaient du côté d'Alassane Dramane Ouattara. Tellement le président Gbagbo se faisait confiance, il a mis plus de personnes, il a cédé plus de place au pouvoir. Et même le président était de Alassane Dramane Ouattara. Ce président de la CEI était donc un bandit manipulé par la France et en même temps par le RDR. Pendant que les membres de la CEI se cassaient la tête, le porte-parole de la CEI, Bamba Yakuba, prend les résultats à problème, se cache pour venir devant la presse et commence à donner les résultats litigieux en direct. Donc je vais vous montrer ici Bamba Yakuba, lui qui a fait le faux coup. Pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui n'ont aucune idée de lui, on va mettre ça ici. Bamba, il était le président de la commission indépendante électorale. Voilà. Donc on va mettre ça Bamba Yakuba. Bamba Yakuba. Voilà. Je pense qu'ils vont le... il y a plein de Bamba Yakuba. Hein. Vous voyez, donc, quand tu tapes, c'est des jouets qui sortent. Parce qu'on en trouve plein au Mali, plein partout. À cause de tout ça, le CECI va rentrer en ligne. Donc, il y a mettre président du CEI. Voilà, là, maintenant, il sort maintenant. Donc, voici là où il s'est caché et il est venu proclamer les résultats. Pendant que les résultats n'ont pas été consolidés, le voici ici, Bamba Yakuba. Voici même l'image où
où ils étaient prêts maintenant à proclamer les résultats. Voilà, c'est lui que Baba Yakuba, il était du côté des rebelles. Baba Yakuba était du côté des rebelles. Voilà. On continue. Damana Abdia Pikas va donc demander à Baba Yakuba d'arrêter ce qu'il fait. Baba Yakuba qui voulait coûte que coûte proclamer les résultats en faveur d'Alassane Dramane Ouattara sera donc prêt à proclamer les résultats. Damana Abdia Pikas va donc lui arracher les PV en direct de la télévision et va les froisser. On va montrer à nos petits frères et nos petites sœurs cette vidéo. Voilà, on va montrer ça rapidement. Dans Damana Pikas, on va montrer tout ça. Voilà, Damana Pikas arrache les PV. Et c'est que YouTube va me donner quelque chose. Arrache les PV. Voilà, YouTube va me donner quelque chose. Voilà, donc vous êtes prêts? On va montrer ça. Sur le portage de notre envoyé spécial Serge Papa Mbonga, c'était avant que les incidents malheureux ne soient enregistrés. Les esprits commençaient d'ailleurs à se réchauffer. Qu'est-ce qui s'est réellement passé à la commission électorale indépendante? On va revenir sur cela en image, sur ce qui s'est passé hier dans les locaux de la CEI, des commissaires de la CEI en désaccord sur certains points des résultats provisoires, notamment sur les zones qui ont connu des graves perturbations avec violation dans certains cas des droits de vote des citoyens, toujours à chaud. Voilà. La vidéo a tellement duré que à peine on attend ce qui se dit. Voilà. Mais c'est ce qui s'est passé. Et donc, je vais vous montrer lui qui était en veste et qui disait les résultats n'ont pas encore été consolidés. Il n'a pas le droit de proclamer. Tant. Juste après ça, il va venir parler. Donc, écoutez-le très bien. Voilà, je suis Tokpa Veillé Etienne. Je suis membre de la commission centrale depuis 2005 au titre du Conseil supérieur de la magistrature. Actuellement, j'exerce les fonctions de directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur. Mais mes fonctions à la commission centrale ne concernent nullement les fonctions du ministre de l'Intérieur. Tout à l'heure, il y a eu un incident, une interruption de proclamation des résultats. Parce que la procédure, le mode opératoire mis en place au niveau de la commission centrale n'a pas été observé par le porte-parole de la CEI. Hier déjà, les résultats de la diaspora qui avaient été communiqués l'avaient été sans respect de la procédure mise en place au sein de la commission centrale. Notre intervention consistait à rappeler au porte-parole de la CEI qu'il n'avait pas à outrepasser les procédures mises en place de manière consensuelle au sein de la commission centrale. Voilà. Donc, au fait, la commission centrale, il y a des commissaires. Et lui, il fait partie des commissaires. Et Damana Abdia Pikas fait partie des commissaires qui sont donc pro-Gbagbo. Si on peut le dire comme ça. Qui sont pro-Gbagbo. Qui sont du côté du président Laurent Gbagbo. Et donc, eux, ils voient que la procédure n'a pas été respectée. Les gens veulent sauter les procédures pour proclamer ce qu'ils veulent. Or, ce n'est pas le cas.
tous les commissaires centraux doivent approuver les résultats avant d'être communiqués aux Côte d'Ivoiriens. Et Yacouba Bamba, qui était un pro RHDP et RDR, voulait proclamer son maître président. Et donc, c'est-à-dire, les autres commissaires centraux n'ont pas validé et lui, il veut proclamer, il veut sauter les étapes. C'est pourquoi Damana Abdia Picas a arraché les PV pour pouvoir donc les froisser. On va continuer toujours avec les informations. Damana Picas lui demande d'arrêter Bamba Yacouba qui voulait pousser le pouvoir donc en place. À la photo continue, refuse donc d'arrêter et continue de proclamer les résultats. Sans réfléchir, Damana Abdia Picas lui arrache les PV en direct de la télévision et les froisse. Les résultats sont donc bloqués jusqu'au délai prescrit. Le président de la commission électorale indépendante prend la parole et rassure les Ivoiriens en ces mots. Il n'est pas encore minuit. Quelques jours après, le président de la commission électorale indépendante, Youssouf Bakayoko, qui était censé être indépendant, a été cherché chez lui à la maison par le délinquant d'ambassadeurs français et de celui américain qui sont en complicité pour être transporté directement au QG, donc à l'hôtel du Golfe du président du RDR, Alassane Dramane Ouattara, et le chef de la coalition, Henri Konan Bédié, puisque Bédié était avec eux. Voilà, pour ceux qui ne savent pas pourquoi il dit Bédié, il a trahi les Ivoiriens à un certain moment. Ok, en faisant contre toute attente, c'est au QG du RDR, donc devenu RHDP, que Youssouf Bakayoko, le président de la CEI, va déclarer Alassane Dramane Ouattara vainqueur. Donc, il faut comprendre cela. Dès que Damana Picas a donc arraché les PV, tout était bloqué, puisque rien n'a été communiqué. Donc, on ne sait pas qui est président. Alors, 2 jours plus tard, l'ambassadeur français et l'ambassadeur américain, ils sont allés prendre rapidement le président de la commission électorale indépendante, qui devait être indépendant. Ils l'ont envoyé dans le QG de l'adversaire du président Laurent Gbagbo. Et depuis le QG, ils proclament les résultats sur France 24, pendant qu'à la RTI, les Ivoiriens attendent les résultats. Puisqu'ils ont demandé donc au président de la commission électorale indépendante, mais depuis là, qu'est-ce qui se passe? Il est presque minuit. Parce que selon la constitution ivoirienne, ok, donc, lorsque les résultats, c'est-à-dire lorsque le vote finit, c'est jusqu'à, c'est-à-dire le président ou bien les membres de la commission électorale indépendante ont jusqu'à minuit pour proclamer les résultats. Donc, celui qui veut savoir qui sera le président à la veille ne doit pas dormir. Donc, les Ivoiriens ne dormaient pas. Tout le monde est calé devant la télévision. Tous les films sont annulés. Et on met des documentaires. Tout ça, et les gens ne comprenaient rien. Et il a dit, il n'est pas encore minuit. Vous comprenez? Et c'est dans ça qu'ils ont fait le mauvais coup avec France 24. Voilà. Le même soir, Alassane Dramane Ouattara et Guillaume Guibafori vont commencer à menacer le lendemain, à menacer le représentant de l'ONU en Côte d'Ivoire, M. Choi, qui va donc se presser de son côté de certifier les résultats. Donc M. Choi, lorsqu'ils ont proclamé Dramane Ouattara, c'est à partir de là que la vraie crise va commencer. Parce que ce qu'on a dit là, c'est là maintenant la vraie crise qui va endeuiller plus de 15 000 Côte d'Ivoiriens va commencer. C'est pourquoi on explique tout ce processus pour que vous puissiez comprendre ce qui s'est passé et cela a été transformé en guerre, mais une vraie guerre. Parce qu'en 2002, la guerre que nous avons expliquée, il y a eu des morts, mais il n'y a pas eu, on ne peut pas dire 10 000 morts. Mais la guerre qui va venir à la suite de ce que nous expliquons là sera terrible et très terrible et va durer des mois. Voilà. Donc il faut expliquer ce qui s'est passé. Demain, on va rentrer dans la guerre à proprement dite. Voilà. Alors donc M. Choi a été menacé et de son côté, il a certifié, il dit oui, puisqu'il représente l'ONU en Côte d'Ivoire. Donc lorsque Alassane Dramane Ouattara et son poulet, Soro Guibafori Guillaume, qui était Premier ministre du président Laurent Gbagbo avant, et qui représentait la rébellion dans le gouvernement Gbagbo, ils vont donc menacer donc Choi, et Choi, n'ayant pas la certification des résultats, ne comprenant rien, va quand même certifier que Alassane Ouattara Dramane a été vraiment élu. Et quand c'est comme ça,
Barack Obama, qui était président aux États-Unis ici, va donc se mettre du côté d'Alassane Dramane Ouattara. Sarkozy, lui-même avec son gros nez, c'est son gars sûr d'Alassane Dramane Ouattara. Et la communauté internationale va prendre le président Laurent Gbagbo comme celui qui veut se maintenir au pouvoir. Et donc, c'est là que la guerre va être déclenchée, mais de manière terrible et terrifiante. Le parti au pouvoir va donc rejeter ce banditisme et va donc appeler tous les Ivoiriens à être sereins. Et Blé Goudé était dans son rôle à ce moment-là. Quelque temps après, vu que la CEI n'avait pas donné les résultats à temps, c'est ça la constitution au fait. La CEI a jusqu'à minuit du jour de la proclamation des résultats, jusqu'à minuit pour donner. S'il ne donne pas, c'est le Conseil constitutionnel qui prend le dossier. Vous comprenez? Il faut comprendre. Voilà. Il revenait donc au Conseil constitutionnel de donner les résultats. Ce qui a été fait par Paul Yao Ndré, qui était le président avant, qui a annulé les résultats proclamés par Youssouf Bakayoko dans le QG d'Alassane Dramane Ouattara et qui a donc, directement proclamé Gbagbo Laurent favori, donc président. Quelqu'un m'appelle, je ne sais pas qui m'appelle, donnez-moi un instant. Oh. Les jeunes filles d'Abidjan, elles fatiguent trop les gens. On continue. Quelques semaines après, Laurent Gbagbo est investi par le Conseil constitutionnel et Alassane Dramane Ouattara est aussi investi par des individus dans un hôtel à Abidjan qu'on appelait l'hôtel du Golfe. C'est le début de la guerre, le 16 décembre 2010. Retenez très bien cette date, chers Côte d'Ivoiriens et Côte d'Ivoiriens. Il y a déjà eu une guerre où des commandos sont morts, où des gens sont morts. Mais la Côte d'Ivoire avait pris le dessus. Malgré qu'ils ont été surpris dans la nuit du 19 septembre 2002. Et cela a obligé le président Laurent Gbagbo à accepter Soro Guillaume comme son premier ministre. À contre-cœur, il va faire comment? Pour que les Ivoiriens respirent un peu, pour que les armes cessent un peu, les bombardements cessent un peu, les tueries cessent un peu. Et plusieurs rebelles sont rentrés dans l'armée normale de la Côte d'Ivoire et ils ont reconnu les grades. Mais c'était mal connaître Soro Guillaume et son patron et les rebelles. Ils avaient un deuxième plan. Donc le 16 décembre 2010, c'est ce 16 décembre-là que le Conseil constitutionnel, qui a les derniers mots, le Conseil constitutionnel, on dit bien constitution, constitutionnel, c'est un clan de magistrats, des personnes qui connaissent la loi, à qui les Côte d'Ivoiriens ont donné ce lourd fardeau de pouvoir avoir le dernier mot. Dans tous les pays, ça existe. Ce Conseil constitutionnel a reconduit le président Laurent Gbagbo dans son deuxième mandat. Parce que les gens disent que non, il a déjà fait 2 mandats, 10 ans. 10 ans, ce n'est pas 2 mandats. Parce que le pays était en 2, il n'y avait pas eu d'élection. On parle d'un mandat lorsqu'il y a élection et donc passation de charges. Ça n'a pas été le cas. Donc les gens négociaient pour trouver une attente pour qu'il y ait des élections apaisées, pour que la guerre finisse. C'est ce qui a fait que Gbagbo Laurent a été au pouvoir jusqu'à 10 ans. Sinon, il a été au pouvoir seulement 2 ans et ils sont venus attaquer son pouvoir. Donc le Conseil constitutionnel a reconduit le président Laurent Gbagbo dans son deuxième mandat. Et cette date, c'était le 16 décembre 2010. Donc il y a eu 2 présidents. Un président qui a été donc investi par le Conseil constitutionnel du pays et l'autre président qui a été investi par des individus dont on ne sait pas, on ne connaît pas leur provenance. Mais quand même, il a investi président. Quelques semaines après, le président Laurent Gbagbo sera donc investi par le Conseil constitutionnel et Alassane Dramane Ouattara sera investi lui aussi par des individus dans un hôtel d'Abidjan appelé le Golfe. C'est le début de la guerre, le 16 décembre 2010. Soro Guibafori Guillaume prendra donc la chefferie de guerre aux côtés du RDN. Il va demander directement aux rebelles d'attaquer les institutions de la République. Soro Guibafori Guillaume et les rebelles décident donc d'attaquer la RTI.
d'attaquer Thiébissou et d'attaquer plusieurs grandes villes pour pouvoir troubler donc cette nouvelle république. Pardon. Ibrahim Koulibaly va donc de son côté rentrer en scène du côté d'Abobo. C'est la naissance du commando dit invisible. Une vingtaine de policiers vont donc tomber dans une embuscade tendue par ce commando dit invisible et il y aura une dizaine de policiers qui seront tués sur place et des dizaines autres qui seront blessés. On va vous montrer, parce que quand la guerre a commencé le 16 décembre 2010, pendant que Soro Guillaume et ses éléments vont attaquer des villes, y compris la RTI, Ibrahim Koulibaly, parce que c'est de lui qu'il s'agit, il rentre en scène à Abobo. Et vous savez qu'il aime disparaître, il aime apparaître. Donc on appelait ce commando le commando invisible. Donc ils ont tendu donc une embuscade, puisque la guerre avait déjà commencé comme ça. Et il y avait 20 policiers qui étaient en train de patrouiller ou bien travailler, et ils sont tombés dans l'embuscade de IB, et 10 policiers ont été tués sur le coup, et les autres ont été gravement blessés. Donc ces 10 qui ont été tués, quelques images nous ont été envoyées, on va vous les montrer. Le pouvoir, donc Gbagbo Laurent a rendu hommage à ces 10 policiers. Voilà. Donc on va montrer quelques-uns. Voici donc les cercueils sur lesquels ont été posés les drapeaux des 10 policiers. Donc c'était les premières personnes à mourir pendant la deuxième épisode de la crise ivoirienne. La première épisode c'était en le 19 septembre 2002. La deuxième épisode, nous sommes en 2010 à cause d'élections. Et donc voici les 10 policiers qui ont été tués par IB. Et voici l'hommage qui a été rendu directement par le président Gbagbo Laurent ou par le pouvoir d'Abidjan, par la République de Côte d'Ivoire. Et là, la vraie guerre allait commencer. Voici un dont je n'ai pas le nom, mais là c'était, je pense qu'il a fait capture d'écran sur RTI. Voici un qui était père de famille qui est mort. Voici un autre encore. Ça, ce sont les premières personnes qui sont décédées donc le 16 décembre 2010. Et 2010. Voici un encore ici, un policier. Lui aussi, il était parti ce jour-là. Voici encore un ici, un policier. C'est comme ça les policiers s'habillaient avant. C'est pas ce que vous voyez aujourd'hui, puis c'est bleu, on dirait kaki là. Les policiers s'habillaient en treillis même, vrai treillis là. Mais leur treillis n'était pas tacheté. C'est un treillis plat, simple. C'est comme ça, et puis regardez les chapeaux des policiers avant. Voilà, donc c'est comme ça les policiers s'habillaient avant. C'est couleur treillis, mais c'est pas tacheté pour faire la différence entre eux et puis les commandos. Voilà, donc pour eux c'est plat, c'est pas tacheté. Voilà. Et ils avaient un deuxième habit où c'était tout bleu. Voici un encore qui était tombé cette nuit-là. Des pères de famille qui n'ont rien fait. Voici comment ils s'habillaient aussi. Ils avaient ce genre de chapeau-là. Voici un encore ici. Bref, voilà. Donc nous rendons, voici le commando invisible qui ont tendu l'embuscade. Voici les éléments de IB, les commandos invisibles qui ont tendu l'embuscade. Les voici ici. Voilà, les voici ici. C'est ceux-là qui ont tendu l'embuscade et qui ont donc fait mal à nos policiers. Et donc, le 16 décembre 2010, la vraie guerre en Côte d'Ivoire, la vraie crise en Côte d'Ivoire a donc commencé. Voilà, on continue. Je dois aller travailler là, donc j'ai fait un peu vite. Après l'attaque des policiers à Ndotré, à Bobo, donc l'endroit où ils ont été attaqués, c'est à Bobo, Ndotré. Tout ce qui est monté là. Bon, je n'ai pas montré d'autres hein, parce qu'on n'a pas le temps. Les attaques du commando invisible vont donc se multiplier. Plusieurs embuscades seront encore tendues au FDS. FDS, avant, c'était Force de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. On les appelait FDS. Donc, quand ils ont réussi à tuer ceux-là, ils ont commencé à multiplier les embuscades. C'est-à-dire quoi? Ils se cachent dans les herbes et ils attendent. Quand ils voient des policiers, ils tombent sur eux, ils les tuent. Après l'attaque des policiers à Ndotré, à Abobo, les attaques du commando invisible vont donc se multiplier. Plusieurs embuscades seront tendues au FDS. Les éléments du SECOS,
Ça, beaucoup de personnes n'ont pas connu ça. Parce que nous, on n'était pas trop petits. Mais en tout cas, il y avait longtemps. Lorsque le président Laurent Gbagbo est venu au pouvoir, il a créé ce qu'on appelle le SECOS. Voilà. Eux, ils faisaient un peu peur. C'est des gens qui ils sont sans pitié un peu. Voilà. Donc, eux, ils étaient là pour traquer le banditisme à Abidjan. Voilà. Donc, je vais vous montrer quelques images pour ceux qui n'ont jamais entendu parler et qui ne savent pas comment ils étaient. Le SECOS. Les anciens là connaissent ça. Le SECOS. On montre autre chose, hein. Malheureusement, ça n'est pas sur Internet, hein. Voilà, voici comment ils étaient. Voilà comment ils étaient. Et les trucs étaient comme ça. Voilà comment ils étaient. Voilà. C'était comme des commandos, hein. Voilà. Et les trucs étaient toujours nommés comme ça. Ils avaient toujours des numéros, des grands numéros comme ça. 02, 07, 08, 0. Ils avaient ce genre de choses là. Voici 001, SECOS 001. Voilà. Ils avaient tous les 4 de ce genre là. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas vécu, voilà SECOS 09. Tout était identifiable. C'est pas maintenant où les gens bandent les yeux là. Vous ne pouvez pas bien voir, mais c'est SECOS 09. Il faut montrer tout pour que nos petites soeurs. Vous voyez, non, 09. Vous voyez, non? Lisez même, vous pouvez lire avec moi, sécurité. Le SECOS prêt pour les assises de la BAE. Voilà. Donc, les SECOS, et ils étaient partout à la fois. Donc, ils partaient aider les trucs. Nous étions en pleine guerre. C'est Abidjan.net qui a pensé ça. Pour ceux qui n'ont pas connu. Vous voyez les armes qu'ils ont? Ce pas des petites armes, hein. C'était les commandos. Ils étaient mélangés au fait. Voilà, les bélets rouges, les commandos, je ne sais pas moi. Voilà. Donc, cette unité a été créée par le président Laurent Gbagbo. Voilà. Et les rebelles sont venus inquiéter cette unité parce que nous étions déjà en guerre. Donc, le SECOS patrouillait. Et eux, ils se cachaient et ils faisaient du mal à ces gens-là. Ces pères de famille qui sont au travail, qui travaillent pour une nation. Voilà comment la guerre. Et ça, c'est le début. Les éléments du SECOS vont payer le plus gros, donc le plus grand prix. C'est eux qui patrouillent, donc c'est eux que le commando invisible va fatiguer. La seconde attaque sera très fatale. Un véhicule de type 4x4, donc ce que je vous ai montré là, va tomber dans une embuscade très sanglante du commando invisible. Dans la manœuvre, la voiture tombe dans un ravin, aucun survivant. Parce que les SECOS, s'ils sont rien, ils sont au moins 6 ou 7 dans la 4x4. C'est-à-dire, dedans, ça prend 4 personnes et derrière, là, ça prend au moins 6 ou 7. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut? Toi aussi, c'est pas prise en charge. Vous comprenez un peu, non? Voilà. Donc, il y a une deuxième attaque encore. La deuxième attaque, là, il n'y aura aucun survivant. Parce que la première attaque, ils étaient 20. Et il y a 10 qui sont morts et il y a 10 qui ont été blessés, qui sont échappés, qui ont été blessés. L'État ivoirien a rendu hommage à ces 10. Deuxième attaque, donc c'est IB qui a commencé les tueries pendant que Sorogom et ses gens, ils étaient en train de progresser vers la RTI. Parce que Sorogom, lui, c'était celui qui devait s'afficher devant les écrans. Donc lui, il était beaucoup préoccupé sur là où à télévision. Donc il a donné ses ordres à ses gars et il partait sur RTI. Je vais vous montrer les vidéos tout à l'heure où Sorogom lui-même il parle. Lui-même il parle. Il parle et puis donne les instructions, tout est filmé, ça y est là, je vais vous montrer. S'ils ont bloqué, bon c'est pas grave. Vous voyez, les gens n'aiment pas qu'on montre les vidéos aussi. Donc, la seconde attaque sera très fatale et très sanglante. Un véhicule de type 4x4 tombe dans une embuscade très sanglante du commando invisible. Dans la manœuvre, la voiture tombe dans un renvers. Donc, pendant que les gens s'échappent, ils échappent, ils ont tissu. La voiture est tombée encore dans le caniveau. C'est ce qu'il appelle renvers ici. Donc, quand il s'est tombé dans le caniveau, le commando invisible est venu. Ils ont tué tout le monde. Aucun survivant. Les attaques du commissariat, du camp militaire d'Anyama, du camp militaire d'Abobo. Le camp militaire d'Anyama, quant à lui, après plusieurs attaques, passe sous contrôle des éléments de IB. Donc quand ils ont fini avec ça, ils ont commencé à attaquer tous les commissariats, tous les camps militaires. Mais le camp militaire d'Abobo, comme ils étaient nombreux là-bas, ça a été facile à prendre. Ils ont tué tout le monde, ils ont pris le camp militaire. Mais quand ils viennent dans un camp militaire, tout le monde doit mourir, comme ça ils vont prendre les chambres, les armes, et puis ils sont là, ils font de ça leur camp. Donc c'est pas du jeu. Mais le camp militaire d'Anyama, qui est juste après Abobo, pour ceux qui connaissent Côte d'Ivoire, Anyama c'est juste après Abobo. Je pense très bien. Donc ce camp militaire-là, c'était difficile de prendre ce camp-là. Parce que les commandos côte d'ivoiriens se défendaient. Mais comme ils étaient submergés par le commando invisible, on va continuer la lecture. Le camp militaire d'Anyama, après plusieurs attaques,
passe donc sous contrôle des éléments d'IB. Donc, après plusieurs résistances, ils sont tous tombés sous des balles assassines de IB et IB a pris ce camp militaire-là. Certains commissariats et certaines brigades d'Anyama et d'Abobo seront tous attaqués et tous prises par le commando invisible. Le commando invisible, lourdement armé par la France et l'ONU, évitait le corps à corps. C'est pourquoi on les appelait invisibles. Voilà. Donc, et ils ne vont pas là où il y a le corps à corps comme ça. Non, eux, ils se cachaient toujours pour faire mal. Le commando, donc, pratiquait plutôt une guérilla. Ces commandos étaient donc habillés en boubou, en boubou blanc, Kalachnikov sous le boubou. Dès qu'un convoi de FDS pointe le nez ou un élément du FDS est isolé de son convoi, ils ouvrent le feu automatiquement. Donc, le commando invisible, c'est pourquoi on ne pouvait pas les... Parce que on peut pas, quand même, le FDS ne va pas tirer sur tous les musulmans, mais tous ceux qui portent boubou. Donc, le FDS ils font leur patrouille et le commando invisible, ils ont pris les boubous des musulmans de Côte d'Ivoire, là, les djoula d'Abobo. Ils ont pris leur boubou, ils ont porté leur boubou et en bas, il y a des kalash et ils se promènent. Parce qu'eux, ils ne veulent pas faire corps à corps, c'est-à-dire le commando est là et puis l'autre côté, puis ça tire. Non, ils faisaient comme la guérilla. Donc, dès qu'il y a un élément hors jeu ou bien il entend des patrouilles, mais il y a un cargo là, on tombe sur eux, on les tue. Vous comprenez un peu. Voilà comment la guerre a commencé en Côte d'Ivoire. Donc, ces commandos étaient en civil, principalement en boubou, Kalachnikov sous le boubou. Dès qu'un commando ou un convoi du FDS pointe le nez ou un élément est isolé, ils ouvrent le feu. Ensuite, ils se fondent dans la population. Il était donc très difficile de les cerner, de les identifier. Ils étaient dans la population d'Abobo, au quartier majoritairement composé des RDN nordistes et des fils d'immigrés. Donc, qu'est-ce que le commando fait? Ils sont mélangés, ce qu'on appelle communément le Djoulabougou. Ce sont des quartiers où il y a c'est-à-dire les 98% sont des Djoula. C'est-à-dire ils parlent les langues là, et puis ils sont tous musulmans. Et tu peux voir peut-être un petit BT là-bas, et puis tu vas dépasser au même 50 maisons, tu vas voir un ébrio au fond là-bas, puisque c'est les quartiers des pauvres. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont remplis dans ces quartiers-là, ils portent les mêmes habits que la population. Donc, quand ils voient, ils sont dans des marchés, ils sont tous armés. Boubou, il y a Kalash là-bas, tu ne vois pas. Quand ils voient un commando, ils le tuent, et puis du coup, ils rentrent dans la population. Donc, même s'il y a d'autres commandos qui sont survivants, qui ont vu la scène, qui veulent répliquer, quand ils voient, tout le monde est en boubou. On ne peut pas arroser tout le monde. C'est vrai que si c'était d'autres personnes qui étaient sans loi, ils allaient dire, bon, comme vous les protégez, et quand les gens courent, vous ne nous aidez pas, on va tuer tout le monde. On a vu un monsieur qui est allé à Bobo et puis il a dit, il s'appelle Shérif Ousmane, lui qu'ils ont décoré là. Il y a la vidéo est là. Il dit, c'est la première fois qu'on vient à Bobo et puis on ne tire pas. La prochaine fois qu'on va venir à Bobo, on ne va pas réfléchir, on va tirer en désordre. C'est ça, c'est ce qu'il a dit. Parce que Bobo était un peu, ne travaillait pas trop avec eux. Vous comprenez? Voilà. Donc, voilà comment les gens ont fatigué les FDS, les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Nos petits-enfants, nos petits frères doivent le savoir. Ils étaient très difficiles de les cerner. Ils étaient dans la population d'Abobo, un quartier majoritairement composé de RDR, des nordistes et des fils d'immigrés. Le commando créait désormais d'énormes dégâts au sein des FDS. Ils devenaient de jour en jour plus puissants. Parce que quand ils attaquent un commando, mais ils attaquent un camp, ils prennent le camp. Donc ils deviennent puissants. S'ils ont pris un camp militaire, ça veut dire que tout le rayon est sous leur contrôle. Donc ils prennent un camp, donc ils devenaient puissants plus que nos FDS. Parce que nos FDS avaient donc, c'était difficile pour eux de savoir qui les tire dessus. Puisqu'ils sont dans la population, ils sont tous en boubou. Donc le commando invisible créait d'énormes dégâts chez les FDS. Il devenait de jour en jour puissant. Le commando s'attaque même au centre émeute de la RTI à Abobo. Et plusieurs personnes civiles seront donc brûlées vivants. C'est le début
de l'article 125. Ça, on va en parler plus tard. Ils ont mis cela sur, ils ont mis cela sur le Blé Goudé. On dit c'est ce qu'il prend pour découper les gens. En réalité, c'est le commando Invidi qui va créer cela pour pouvoir avoir un alibi pour décimer les populations. Parce que là, quand ils ont parti au centre émeute d'Abobo, ils ont commencé à faire mal aux civils aussi. Donc tous les civils hostiles aux patriotes, parce qu'avant on parlait de patriotes, patriotes. C'est-à-dire tous les jeunes qui ne sont pas Djoula, qui ne sont pas pro-RDR, étaient appelés des patriotes. Bon, eux, ils appelaient les gens les Bousmani, mais en tout cas, nous, on travaillait en patriote et on avait notre chef qui était Charles Blé Goudé. Donc vous allez voir que les patriotes ont déjà commencé à se regrouper autour des points stratégiques de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la RTI, la maison du président Laurent Gbagbo, le centre émeute de la RTI qui est à Bobo, là où il y a émission, le truc qui permet que la RTI fonctionne, et ils veulent aller bombarder ça pour mettre le pays dans le noir. Et tous les civils qu'ils ont trouvés sur le lieu, ils ont tous fini avec eux, attrapés, brûlés vifs. Le commando s'attaque même au centre émetteur de la RTI à Abobo et plusieurs personnes seront donc brûlées vifs. C'est le début de l'article 125. La France et l'ONUCI, pendant ce temps de ravitaillement, la France et l'ONUCI, pendant ce temps, ravitaillaient toujours le commando invisible. Et curieusement, avant toutes les attaques, les hélicoptères de la France et de l'ONUCI survolaient d'abord le secteur. Donc avant que le commando invisible passe à l'attaque, les hélicoptères de l'ONUCI et les Ivoiriens leur font confiance. C'est comme s'ils sont en train d'aider l'État de Côte d'Ivoire. Non, ils viennent pour survoler l'endroit. Et quand ils ressortent de l'endroit, le commando vient envahir l'endroit. Donc ils viennent en guise de dire, c'est-à-dire ils viennent juste pour vérifier si le FDS, si les FDS sont là. Donc c'est comme s'ils viennent pour prendre les renseignements. Et après, comme ils ne peuvent pas attaquer comme ça, la France, voilà, merci, j'ai cherché le mot. Donc on appelle ça la reconnaissance. Merci beaucoup mon frère. Donc ils viennent en mission de reconnaissance. En guerre, c'est comme ça. C'est pourquoi les drones ont été créés par les Américains. Donc ça va, eux ils ne tirent pas. Non, tu viens, tu survoles en cachette, tu vérifies tout et tu vois les positions stratégiques de l'ennemi et tu replies et le commando vient. Donc la France et l'ONUCI avaient déjà des hélicoptères en Côte d'Ivoire. Puisque pour ceux qui ne le savent pas, jusqu'à aujourd'hui, la France a des bases militaires en Côte d'Ivoire. On appelle d'autres 43e Bima. Donc ils venaient survoler. Et bon, si l'armée ivoirienne voit l'ONUCI qui survole, et ils se disent qu'ils sont avec nous, ils sont en train de nous aider, ils travaillent pour les rebelles. Donc, c'est pourquoi mon informateur dit que la remarque a été faite par toutes les populations. C'est-à-dire, à chaque fois qu'un endroit doit être attaqué, l'ONUCI et la France ont déjà survolé l'endroit. Donc, voici comment la France a participé à la guerre. C'est eux qui fournissaient, qui ravitaillaient les gens, et c'est eux qui faisaient la mission de reconnaissance pour les rebelles. La France et l'ONUCI, pendant ce temps, ravitaillaient toujours le commando et curieusement, après et avant les attaques, les hélicoptères de la France et de l'ONUCI survolaient d'abord le secteur. Presque tous les commissariats et brigades passent donc sous contrôle du commando invisible. Seul le camp commando résiste car étant ravitaillé par les éléments du GEB, donc GEB. Donc quand vous entendez ça, c'est côté Côte d'Ivoire, côté côte d'ivoirien, GEB. Donc le camp commando même d'Abobo n'avait pas encore été pris. Sinon tous les autres camps commando, y compris le camp commando d'Anyama, qui ont beaucoup résisté, tous ceux-là ont été pris. Tous ces grands camps commandos-là ont été pris par les rebelles. Mais le camp commando d'Abobo, n'avait pas encore été pris parce que la GEB était là-bas aussi. Donc la GEB ravitaillait ces commandos-là. Donc ces commandos étaient toujours prêts à attaquer le commando invisible. Malheureusement, le ravitaillement va se stopper. En effet, les blindés qui ravitaillaient le camp commando d'Abobo auront leur itinéraire signalé par les traites de la gendarmerie. Le commando va donc tranquillement attendre, le commando invisible va donc tranquillement attendre les blindés chargés de faire le ravitaillement. Malheureusement, les blindés vont tomber dans une autre embuscade
2 blindés seront détruits sur le champ avec des blessés et par la grâce de Dieu arriveront à sauver leur peau. Donc, il n'y avait plus de ravitaillement pour le camp commando d'Abobo. Vous comprenez un peu, non? Voilà. Et donc, les gens ont toujours fait leur mission de commando invisible et ils ont détruit donc ces choses. On continue rapidement. Chaque action militaire de ce commando invisible était communiquée par le porte-parole des rebelles, un ancien élément des FDS, ancien commandant de la force spéciale qui a rejoint plus tard l'ennemi au Golf Hotel sur la télévision créée par la France pour donc l'opposition. Donc en pleine guerre, pour ceux qui ne le savaient pas, il y avait 2 télévisions en Côte d'Ivoire parce qu'avant c'était la première et c'était la RTI si vous voulez. Mais en pleine guerre, la France, automatiquement, ils ont tous les moyens en communication, ils sont premiers. La France est première, vous le savez très bien. Donc ils ont créé rapidement une télévision qui émet sur tout le territoire ivoirien, je crois bien. Donc partout, les gens regardaient cette télévision, on appelait ça TCI. TCI, télévision Côte d'Ivoire, mais c'est pas moi. TCI. Pendant que, donc, pour communiquer avec le reste de la population, le reste des rebelles, des nordistes, mais si vous voulez, des djoulas, parce que le pouvoir ne pouvait pas communiquer en faveur de la rébellion. Donc il fallait eux-mêmes créer leur propre télévision. Donc il y avait le TCI. Et donc c'est la France qui avait donc créé cette télévision pour aider donc les rebelles. Le camp commando pendant ce temps repoussait toutes les attaques et tentatives du commando invisible de prendre le camp. Le camp, ceux qui tenaient se voyaient systématiquement le ventre cassé. Donc le camp commando d'Abobo a beaucoup résisté. C'est ce qu'il entend dire ici. Donc le camp commando d'Abobo repoussait toutes les attaques et toutes les tentatives d'attaque du commando invisible. Donc à chaque fois que le commando invisible venait et cherchait à prendre ce camp commando d'Abobo, ils étaient repoussés par donc les commandos ivoiriens parce qu'ils étaient toujours ravitaillés par la gemme. Le camp commando dirigé par le capitaine Toulaï, c'est ça non? Toulaï, voilà. Donc c'est le nom du capitaine qui dirigeait ce grand camp-là. Trouvait le ravitaillement risqué et trop dangereux car étant encerclé, il décide donc de libérer le camp. C'est Toulali, c'est le capitaine Toulali qui va organiser le départ. Un long convoi des FDS ce jour-là. Tous les éléments du commando invisible n'ont pas osé une petite attaque. Donc, quand le camp là maintenant, parce qu'il faut libérer le camp, parce qu'ils sont encerclés, mais le capitaine Toulali va donc organiser un grand convoi de ce commando ivoirien là. Et les commandos invisibles ne pouvaient pas aller attaquer comme ça. Parce que c'est un grand convoi. Ils sortent maintenant. Donc tu vas attaquer comment? Ils sont déjà là, ils sont prêts. Donc le commando invisible, ils sont restés tranquilles et ils ont laissé ce grand convoi de commandos là sortir avec les chars, avec les blindés pour partir ailleurs. Parce qu'ils étaient déjà encerclés. Ce jour-là, tous les éléments du commando invisible n'ont pas pu oser une petite attaque. Le camp commando d'Abobo passe alors aux mains du commando invisible. Le camp commando, donc quand ils sont sortis, le camp est toujours là, c'est des bâtiments dont les commandos invisibles sont venus s'installer tranquillement, comme c'est ce qu'ils voulaient. Vraiment. Le commando ayant plus d'assurance fait des percées dans Yopougon chez Philippe Mangou. Même si Mangou, à cause de son ventre, va accuser plus tard Gbagbo Laurent, cette tentative se solde par la mort d'un FDS et de plusieurs assaillants qui ont été tués. Le commando même ose s'attaquer à l'état-major des armées où ils seront sauvagement repoussés. C'est ce jour qu'un nuage est descendu du ciel. Donc, rappelez-vous, ça fait un peu rire, cette partie-là, je me rappelle très bien. Pour ceux qui ont vécu la crise, les gens parlaient d'un nuage qui est descendu du ciel. Il y a d'autres qui parlaient que dans sauce graine, il y avait la carte d'Afrique ou bien la carte de Côte d'Ivoire. Il y a des choses bizarres que les Ivoiriens racontaient dans leur désespoir, juste pour mettre les autres Côte d'Ivoiriens en, je vais dire, pour aider un peu le moral des autres Côte d'Ivoiriens. Donc ceux qui ont vraiment vécu cette histoire, il y a des choses qui se racontaient. Donc il y a une sauce graine même qui a été, je pense que je peux trouver sur YouTube, il y a une sauce graine, une dame qui a préparé sauce graine, et dans la sauce graine,
ok, quelque chose s'est passé là-bas. La sauce créole a dessiné la carte de Côte d'Ivoire, je pense bien. Et il y a un nuage qui est quitté au ciel là-bas et c'est tombé en Côte d'Ivoire. Parce que le peuple souffrait tellement. Mais tu manges de la nourriture, tu ne descends pas. À cette époque-là. Mais j'étais bien vivant, je n'étais pas aux États-Unis. J'étais à Yopougon, Figayo, où toute la guerre même a éclaté, s'est déroulée. Tu manges de la nourriture, tu ne descends pas. Donc les Côte d'Ivoiriens ont commencé à voir des choses. Il y a d'autres même, c'est la Vierge Marie qui pleure. D'autres même, la Andresse, il ne sait pas, c'est crocodile qui danse, qui peut décaler. Tout était mélangé dans le pays. Tellement les rebelles nous malmenaient. Et ce n'était que le début. Il faut que nos petits frères le sachent. Donc, le jour où le ciel est descendu du ciel là, c'est ce même jour-là que les gens sont allés attaquer le domicile de Philippe Mangou, le chef d'état-major. En fait, la création du commando invisible était très stratégique. Affaiblir les FDS dans la capitale même, ce qui a fonctionné à merveille. Car au moment où les FDS mettaient toute leur énergie dans la bataille d'Abobo, les rebelles du MPCI dirigés par Soro Dibafoye Guillaume vont donc être renforcés en armes. Parce qu'avant, le MPCI, c'était donc des milices des Maliens, Burkinabés, Guinéens, qui étaient donc réunis pour combattre pour Dramane Ouattara. Eux, ils n'étaient pas encore en action, en activité, parce qu'ils avaient seulement que des armes blanches. Donc, il fallait donc les armer. Donc, ils ont fait un plan. Ils ont occupé tous les FDS en les attaquant toutes les bases pour concentrer donc les FDS à Abobo. Pendant ce temps, le MPCI, ok, est en train de s'armer et c'est eux qui vont finir, ils vont venir faire mauvais. Ils vont... Oh, attends, il va montrer une vidéo ici. Quand je parle trop, ça me fait mal même. Il va montrer une vidéo. Voilà. Quand on bloque les vidéos là, je sais comment faire pour faire appel et puis pour supprimer. Mais il va montrer pour ceux qui sont en direct. MPCI de Soro. Alors, quand tu tapes MPCI, ça sort directement MPCI de Soro. Moi, je n'ai jamais fait ce genre de recherche là sur YouTube. Voilà. Regardez bien. Regardez. MPCI de Soro. Moi, j'ai mis seulement MPCI. Hey, vous ne connaissez pas ce personnage-là. Vous ne connaissez pas. Mais MPCI, on dit MPCI de Soro. Moi, j'ai mis MPCI, ça sort MPCI de Soro. Parce que c'est lui qui dirigeait ces gens-là. Mais ils étaient très sanguinaires plus que IB. Il faut le savoir. Je vais mettre la vidéo. Vous allez voir ce qu'ils disent. Vous allez entendre ce qu'ils disent. Où est la vidéo là? Où il dit nous on est venus pour tuer. Nous on est venus pour tuer. Il n'y a pas envie de mettre. Il n'y a pas qu'on bloque ma vidéo. Désolé. Sinon j'allais mettre ça. Oh. Shit. Regardez. Des intestins. Dès qu'il y a cliqué là, c'est intestin. Découper les femmes, découper les gens. On ne peut pas montrer ça ici. Viens chercher une autre vidéo. Il faut qu'on dise à nos petits frères ce qui s'est passé. Pourquoi les gens ne veulent pas qu'on en parle? L'événement ce week-end à Boaké, c'était le conclave des forces nouvelles. Les forces nouvelles qui ont décidé d'opérer leur mieux face à la nouvelle donne politique. Plusieurs décisions ont été arrêtées, notamment la dissolution de la branche armée des forces nouvelles de la centrale. Soro, secrétaire général de ce mouvement, l'union des fouettistes est la condition. Oh, pardon, c'est pas ça. Attends, ça m'énerve même. Ouais, je ne trouve pas la vidéo, mais il y a des vidéos, si on monte ici, ils vont bloquer rapidement. Donc, c'est pas grave. On va continuer. Voilà. Vous voyez, à Bobo, Chérif Ousmane, quand la population ne les supportait pas trop, la population était un peu trop, il est venu pour effrayer la population. Écoutez ici. Non, cette chaîne-là, quand tu montes les vidéos, on te bloque. Bon, on va laisser à faire des vidéos. Hein? On va laisser à faire des vidéos. On va continuer avec les écrits. On va raconter l'histoire. Et quand je vais finir, plus tard, je vais mettre les liens que vous devez aller regarder. Je vais mettre les liens en description. C'est ce qu'on m'a proposé. Mais Dieu merci, jusqu'à présent, ils n'ont pas encore mis le message pour dire que ma vidéo sera bloquée. Donc, on continue. En fait, la création du commando invisible était très stratégique de la part des rebelles, bien sûr. C'était d'affaiblir les FDS dans la capitale même, ce qui a parfaitement marché. Car au moment même où les FDS mettaient toute leur énergie dans la bataille à Abobo avec les IB, les rebelles du MPCI, branche armée du RDR, sont renforcés en armes, en mercenaires. Donc, ils sont renforcés en armes, en mercenaires, en moyens de communication. La CEDEAO et la France
sont impliqués et surtout notre pays frère, le Burkina Faso de Compaoré, sont humainement impliqués. Donc, pendant que à Bobo, c'est chaud là-bas, les gens sont en train d'envoyer les Burkinabés. Ils sont en train de faire entrer les armes. Ils sont en train de faire entrer les gens pour armer cette branche armée côté RDR. La CEDEAO et surtout notre pays frère, le Burkina Faso de Compaoré, seront humainement impliqués. Ces derniers ouvrent d'autres fronts à partir de l'Ouest tactiquement conseillés à aider par des drones français. La rébellion avance donc très rapidement et va atteindre donc l'Ouest à Toulepleu, à Blolequin, à Douokoué, à Daloa, qui seront des premières villes qui seront tombées entre les mains des rebelles. L'Est aussi est attaqué simultanément par les rebelles, le centre aussi, et les choses deviennent rapidement et drastiquement très graves en Côte d'Ivoire. Et très rapide. Le grand commandement demande aux éléments sur tous les fronts de se retirer sur Abidjan pour pouvoir mener une autre résistance. Le 16 décembre 2010. Chers frères et sœurs. Donc voici comment, quand on vous dit que les gens de Douokoué ont été massacrés, voici comment ça a commencé. Donc quand ils ont concentré tout sur Abobo, ils ont alimenté les gars ici, automatiquement, plusieurs villes ont été prises. À l'ouest, au centre, au sud. On n'a pas entendu le nord là-bas. Parce que c'est eux qui descendaient sur nous. Et comme le Burkina Faso est quelque part là-bas, c'est facile de faire entrer les gens du Burkina Faso. Donc les villes là-bas, c'est les dojos. Donc ils ont attaqué toutes ces villes-là. Donc Blolequin, Douokoué, Seigneur, jusqu'à même l'actrice a chanté chanson. Allô, Douokoué. C'est ça, non? Si je ne me trompe pas. Serge Kassi. Allô, Douokoué. Ils ont tué nos parents à Douokoué, wow, wow. Allô, Douokoué. C'est pas pour révolter quelqu'un, c'est pour raconter l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais si je vous montre des images que le monsieur m'a envoyées, et même qui sont aussi, d'autres images sont aussi sur YouTube, tu ne vas pas manger viande. Ils ont massacré nos parents. Wow, wow. Douokoué. Donc ils ont attaqué plusieurs villes, mais Douokoué là, ce qu'ils ont fait là-bas, Maïliba est morte avec cette douleur-là. Parce qu'elle vient de là-bas. Et Anne Loto est partie dire sur les télévisions étrangères que les Ouè n'ont pas été frappés. Qu'il n'y a pas eu de massacre. Elle va nous rendre compte. Tu vas manger tes milliards. Tu vas manger tes milliards. Mais tu vas nous rendre compte. Parce que Drama tombera un jour. Et tu vas nous rendre compte. Parce qu'on va te poursuivre. On va te poursuivre. Pour que ce peuple-là aussi... Les gens ne savent pas ce qui va se passer. Ce qui va se passer en Côte d'Ivoire, moi-même, je n'imagine. Ce qui va se passer en Côte d'Ivoire après Draman. Non. Ça va prendre 100 ans même. Parce qu'on ne va pas laisser ça comme ça. Si Draman tombe là, mais je me demande qui va rester en Côte d'Ivoire. Ils vont tous fuir. Parce qu'ils ne pourront pas faire face à la justice. On va expliquer un peu la bataille même d'Abidjan. Parce que là, on a parlé d'Abobo, on a parlé de Blolequin. On est obligé de sauter les étapes parce qu'on ne peut pas expliquer en détail. Vous avez vu Hervé Djedje qui a interviewé un rebelle. Moi, je ne sais pas comment les gens font pour marcher avec ceux-là. Ce rebelle-là qui est à côté de toi, là, Hervé Djedje, avec qui tu as fait ton interview, là, c'est parce que ses patrons ne lui ont pas donné l'argent qu'ils ont promis pour être policier universitaire, police universitaire. C'est pourquoi il vient crier à Paris à côté de toi. Sinon, lui, là, c'est ton tueur qui est là. Lui-même, il a dit même dans la vidéo. Il dit, moi, on ne me ferait pas, moi, il a pris les armes, moi, il fait tant, moi, il fait tant. Il se vante même de ça. Tu as vu, il s'est excusé devant les Ivoiriens. Et toi, tu vas faire interview avec un rebelle. Parce que vous êtes trop gentil. C'est ça qui est dans votre yeux, là. On continue ici. Ça fait 1h20. Et puis, il doit aller au travail, hein. Les frères. On va continuer demain. On va parler de la bataille d'Abidjan, non? Ou bien on fait comment? Vous n'encouragez pas les gens. Vous êtes nombreux.
Il n'y a même pas pouce bleu. Vous êtes nombreux, il n'y a même pas, vous ne glacez pas ma gorge. Glacez ma gorge, il a acheté énergie et ginseng pour parler de la crise. Oui! Comme le dit un gars quelque part là, il oublie un peu son nom là. Lui c'est comme ça, il dit il faut glace. Il a dit quand même, il faut mouiller ma gorge. Donc quand il fait les vidéos, les gens l'appellent après les $500, les 500 €, les 300 €. Juste pour encourager. Encouragez vos gars. Oh, mettez le pouce bleu. Faites le super chat. Parce que nous on n'est pas rebelles, on n'a pas cassé BCAO. Voilà. Donc on met notre vie en péril comme ça, et puis on passe à visage découvert des choses dont leurs auteurs sont encore vivants. Vous ne pensez pas que c'est un peu risqué? Mais moi, je m'en fous. Si demain, vous entendez que je suis parti et que c'est pas trop bizarre, c'est pas grave. Au moins, on a laissé des vidéos. Parce que quand la vidéo est mise en ligne et que le propriétaire est décédé, personne ne peut supprimer. Voilà. Donc, si j'ai parlé, que demain quelque chose m'arrive, j'ai parlé. Et puis, au nom de Jésus, rien ne m'arrivera. Parce que je n'ai pas le sang de quelqu'un sur ma main. Où je suis là, depuis que je suis né, je n'ai jamais blessé même quelqu'un. Pour dire les cadavres qu'on m'a montré tout à l'heure dans la vidéo, là, si on vous montre là, vous n'avez pas ma viande. Des intestins qui sont dehors, des sanguinaires du MPCI. Qui les dirigeait? Mais c'est Soro Guillaume. Donc je vois les gens qui disent que, dans une vidéo, il y a un qui m'a donné $10 en direct, et puis j'ai remercié la personne. Ah, on savait que c'est à cause de l'argent. Vous, la Draman peut vous acheter. Tu sais combien de personnes qui viennent nous parler, puis on refuse? Moi, j'ai mangé l'argent de Draman. Tiens. C'est pas Draman qui a payé mon billet. Je suis aux États-Unis, frère. Voilà, quel que soit le boulot que tu fais ici, tu es mieux payé qu'un député en Côte d'Ivoire. Je reprends. Quel que soit le boulot que tu fais, même si tu es technicien de surface, tu es issu de la maison des gens, ton argent est plus lourd que l'argent de Touré Alpha Yaya. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que le salaire d'un travailleur minimum ici, là, si ce n'est rien, c'est $2000. Voilà. Normalement, un député ne peut pas gagner $2000 par mois. Mais c'est sous Ouattara que les ministres sont milliardaires, parce que les gens volent. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, mouillez ma gorge, si vous le pouvez. Mouillez ma gorge et mettez les pouces bleus, on va continuer. Je vais faire encore 10 minutes avant de partir. Donc, on va continuer. On va expliquer juste la bataille d'Abidjan en détail. Et demain, on va continuer la suite parce qu'il faut que je parte. Il faut vraiment que je parte. Attends, je vais voir s'il y a trop de clients. Je suis un tassimètre. Voilà. Drama Ouattara a été tassimètre aux États-Unis. Moi, je suis un tassimètre aux États-Unis. Voilà. Bon, il y a quelques clients, mais c'est pas trop ça. C'est pas trop busy. Voilà. C'est un peu busy, c'est pas trop busy. Donc, il y a que prendre encore 15 minutes avec vous. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Jensen. Il y a quelqu'un qui... C'est pas disponible en Côte d'Ivoire. Oui, c'est pas disponible, oui, malheureusement. Les gens ont rendu ça disponible dans les pays développés seulement. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Et ils pensent que les Draman qui sont au pouvoir là... Attendez, me tirer un peu, je suis fatigué. J'ai 3 lumières devant moi là, ça frappe comme ça, mais c'est pas grave. Ok, on y va maintenant. Je me suis reposé un peu. Ibrahim Koulibaly. On continue toujours. On va expliquer la bataille d'Abidjan. Les Fancy, Forces armées nationales de Côte d'Ivoire, pour ceux qui ne le savent pas. Les Fancy. Les Fancy, débordés par la rapidité des événements, laissent tous les fronts à l'intérieur pour se replier sur Abidjan. Donc à l'intérieur, les gens ont fait mouche. Les Diokoué, les Blolequins, les Dalois, Kanoa, ils ont pris partout rapidement. Surtout vers le centre, vers Bouaké là. Donc tous les commandos, les convois repliaient sur Abidjan. Et c'est comme ça que le pays est pris par les rebelles. Le pays ils étaient débordés, les frères. Ils étaient débordés. La stratégie était de concentrer toutes ses forces sur Abidjan. Parce que le pouvoir se trouve à Abidjan. Donc, quand les gens ont vu qu'ils sont très débordés à l'intérieur, ils sont rentrés sur Abidjan, ok, pour pouvoir renforcer Abidjan. Parce que tant que Gbagbo était là, il était toujours le président. Donc, les gens voulaient tout faire pour l'enlever. La stratégie était de concentrer toutes ses forces sur Abidjan, vu que la France et l'ONUCI combattaient de façon camouflée aux côtés des rebelles. Donc, eux, ils faisaient très attention. Ils ne peuvent pas combattre fa, comme on le dit. Parce que si on voit ça,
la Côte d'Ivoire peut poursuivre la France, ça va devenir un problème diplomatique, et même la France, eux-mêmes vont demander aux rebelles de déposer les armes. Donc comme eux combattaient le pouvoir de Gbagbo de manière camouflée, ok, il fallait que aussi les rebelles cherchent à prendre Abidjan rapidement. Parce que si ce n'est pas le cas, ça sera difficile plus tard. Vu que l'ONUCI et la France combattaient de façon camouflée aux côtés des rebelles, donc concentrer les forces à Abidjan et repousser l'ennemi, même annexer les zones qu'ils occupaient avant. Alors tout le monde se replie sur Abidjan. La stratégie est très bonne car les rebelles butent sur les éléments déterminés FDS comme groupe d'autodéfense. Tout se déroule comme prévu. Les endroits qui étaient sous contrôle rebelle sont récupérés par les FDS. Les rebelles sont mis en déroute entre les 1er, 2 et 3 avril. Là maintenant, on est rentré, de décembre, on est rentré maintenant en avril. Tout ça, là, la Côte d'Ivoire est en guerre. Vous voyez comme ils ont sauté l'étape dans l'explication parce qu'il y a trop de choses, on ne peut pas tout dire. Parce que la vraie date à retenir, à part le 19 septembre 2002, c'est le 16 décembre 2010. Vous comprenez maintenant, non? Donc, de décembre, on parle de janvier, février, mars, avril. Vous voyez maintenant, non? Tout ça, on était déjà en guerre. Les gens sont attaqués de partout. L'ONU s'y travaille. Les gens ravitaillent. Ils font les tours de reconnaissance. Donc maintenant, comme plusieurs villes sont occupées au nord, ils sont tous repliés sur Abidjan. Donc, la stratégie que Mangou a lancée, que, en tout cas, les dirigeants d'alors de l'armée, ils ont dit à tout le monde de rentrer sur Abidjan pour récupérer toutes les bases qui ont été occupées par les rebelles à Abidjan et de se concentrer à Abidjan. Parce que là-bas, il y a le pouvoir. La présidence de la Côte d'Ivoire se trouve à Abidjan. Le palais présidentiel se trouve à Abidjan. Donc, c'était une très bonne stratégie. Et c'est comme ça que les FDS vont reprendre plusieurs camps qui étaient occupés par les rebelles. Alors, tout se déroule comme prévu. Les endroits qui étaient sous contrôle rebelle seront récupérés. Les rebelles sont mis en déroute entre le 1er, le 2 et le 3 avril 2011. Là, maintenant, nous sommes maintenant en 2011. Vous voyez, décembre est passé. La France, donc, sentant ses poulains en danger, fait voter une résolution pour bombarder les armes lourdes des FDS. La France et l'ONU rentrent en guerre contre l'armée ivoirienne, côte-ivoirienne, pour une histoire de vote où Gbagbo demande simplement le recomptage des voix. L'opposition, déjà, dans une logique de guerre, voulait rien savoir. Les Comores aussi, de façon violée, combattent aux côtés des rebelles. Les Comores, c'est une force étrangère de la France. Voilà. Les combats deviennent rudes. Alors, attendez, pour ma propre gouverne et mes propres connaissances, il y a une partie que je veux bien clarifier. Concernant, je ne rectifie pas mon informateur, mais je vais ajouter ce que je savais. En réalité, la France a trouvé un alibi pour bombarder l'armée ivoirienne. Parce qu'en réalité, le président Laurent Gbagbo, ayant vu ce qui s'est passé le 19 septembre 2002, est allé acheter certains avions qu'on appelait les Mi-24. Donc la Côte d'Ivoire avait quelques Mi-24, je ne connais pas le nombre, quelques chars, en tout cas, une petite bonne armée pour défendre un pays comme la Côte d'Ivoire. Alors, la France a commencé à voir les choses devenir très difficiles parce qu'elle ne peut pas s'impliquer comme ça aux côtés des rebelles Faha. Donc, cette France-là, elle a fait bombarder, c'est ce que moi je sais, hein. Peut-être qu'il va expliquer plus tard, mais moi je mets ça en même temps ici parce qu'on est déjà dans le contexte. Pour pouvoir neutraliser, et je pense que certaines personnes me donneront raison selon l'histoire, pour pouvoir avoir un alibi, c'est-à-dire une raison pour bombarder les choses de Gbagbo, le Laurent de la République, ils sont partis attaquer eux-mêmes leurs propres bases militaires françaises. Et ils ont accusé Gbagbo Laurent d'être à la base de cette attaque. Et les Français sont morts réellement. Une vraie attaque. Et donc, quand ils ont vu cela, le chef d'état-major français a donné l'ordre au 43e BIMA, donc à l'armée, à la base militaire française en Côte d'Ivoire, de détruire tous les appareils de l'État de Côte d'Ivoire. Moi, ça m'a fait pitié. Je me rappelle très bien. Comment un pays qui est loin là-bas donne ordre et puis on détruit sur le territoire du pays, on détruit tous les appareils simultanément. Quelqu'un peut me donner raison, commentaire pour me donner raison. Je me rappelle très bien.
Donc, c'est comme ça. Parce qu'il n'a pas dit la partie. Il a dit que les gens ont trouvé en Libye, mais il n'a pas expliqué cette partie-là. C'est comme ça que c'est passé. Ou bien je mélange un peu les choses. Attendez, on dirait que je mélange un peu les dates. Je pense que c'est comme ça que c'est passé. Et donc, la France est venue détruire tous les appareils de la République de Côte d'Ivoire. Donc, on n'était plus bien armés. Nos chars sont gâtés, nos Mi-24 sont gâtés. Mais on dirait que quelqu'un dit que je mélange. Ok, donc je pense que le frère... Hein, je vois que quelqu'un a dit que je mélange. Peut-être que je mélange. Non, c'est pas grave. Parce qu'il y a eu tellement de guerres, en même temps qu'on ne sait plus. Si on est en 2004 ou si on est en 2010, je ne sais plus. Donc peut-être qu'on va suivre. Je préfère lire mon informateur parce que c'est un ancien gars. Il connaît mieux que moi. Donc désolé si j'ai mélangé. Voilà. Donc je vais reprendre cette partie-là. On dirait que j'ai mélangé. Et je vois quelques personnes qui disent que c'était en 2004. C'est ce que je viens d'expliquer là. Donc on dirait que je mélange. Ok. Donc je vais relire la partie. Donc le frère, lui, il ne mélange pas parce que c'est un vrai informateur. C'est un monsieur. Il est toujours là. Il ne me donne plus de détails. C'est mon gars. Voilà. Mon messenger est B. Le peuple de Côte d'Ivoire doit savoir ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est pas mauvais. La France et l'ONU rentrent en guerre contre l'armée ivoirienne pour une histoire de vote où Gbagbo demande simplement le recomptage des voix. Vous vous rappelez? Gbagbo a dit, moi je ne quitte pas le pouvoir. Qu'ils viennent, on va compter. Si on a compté et que c'est moi qui ai perdu, c'est moi j'aurais honte, non? Alors j'accepte cette honte-là. Qu'ils viennent, on va compter. Ok? Voilà, vous vous rappelez de cette vidéo du président Laurent Gbagbo. L'opposition déjà était dans une logique de guerre et ne voulait rien savoir. Les Comores aussi, de façon voilée, va combattre aux côtés des rebelles. Les combats deviendront donc très rudes et très difficiles pour les rebelles. Car, ne maîtrisant pas à Abidjan, et il y a des vidéos qui le soulignent, où même les journalistes français disent qu'ils se tirent entre eux. Il y a même une vidéo, si tu regardes, ça fait rire, où les rebelles disent, mais vous là, vous êtes pas vous tirez sur les gens, il y a quoi? Venez ici, oh. Vous êtes pas vous tirez. Eux-mêmes, ils ne savent pas, si c'est les éléments qui viennent, ils ne maîtrisent pas Abidjan. C'est comme ça qu'ils ont pris les patriotes et ils ont fait 2 boucliers humains. La vidéo est sur YouTube. Ils ont fait 2 boucliers humains. Voilà. Et quand nos éléments, nos snipers voient les civils, ils diminuent un peu l'intensité des bombardements et les rebelles progressaient. Vous comprenez? C'est de ça qu'ils parlent ici. Donc, à Abidjan, c'était difficile pour les rebelles parce qu'ils ne maîtrisent pas bien Abidjan. Si c'est Bouaké, les autres là, dans les Djoulaboukou, ils sont aidés par les gens en boubou. Mais à Abidjan, tout le monde n'est pas en boubou. Abidjan, c'est pour les ébriers. Non, ce n'est pas dominé par les Djoula. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, c'était difficile. Les combats deviennent rudes et très difficiles pour les rebelles car ne maîtrisant pas Abidjan face à ces soldats professionnels fancy et face aussi au groupe d'autodéfense du côté du président Laurent Gbagbo. La France, son rôle était de bombarder les armes lourdes que possédait notre armée nationale. Leur position est de demander aux rebelles de foncer. Malheureusement pour les rebelles, le résultat était vraiment catastrophique pour les rebelles car beaucoup se faisaient casser le ventre. Bon, beaucoup se faisaient tuer. Beaucoup se faisaient tuer par Dogbo Blé, par le commando du capitaine Dogbo Blé, par les hommes de Abbaye, par les hommes donc de Kona Boniface, et aussi par les jeunes patriotes, et aussi par quelques Libériens qui étaient impliqués aussi dans la guerre, au côté de Gbagbo Laurent. Ibé, qui combattait jusqu'à là en faveur de l'opposition, voit qu'il n'est pas associé par le gouvernement du Golfe. C'est là maintenant vous allez voir très bien. C'est comme ça où Ibé va mourir. Sinon Ibé il était rebelle et il voulait que Dramane vienne. Mais quand Soro Guillaume est rentré dans la rébellion, il y a eu une grande division. Et Alassane Dramane Ouattara a choisi Soro Guillaume. Donc les réunions secrètes, parce que les gens font les points. Donc quand Ibé regarde les points, c'est comme si lui n'existait plus. Donc il se voyait retrancher des grandes décisions, on ne demandait plus son avis. Soro Guillaume était très important puisqu'il était encore ministre sous Gbagbo Laurent quand la guerre se déroule. Donc tout ça, bon après Gbagbo Laurent a fait son gouvernement, donc Soro n'était plus ministre, je vais dire. Voilà, il n'était plus ministre. Et c'est là même qu'ils ont nommé ce poltron de Blé Goudé, ministre de la jeunesse. Voilà. Ibé donc demande à ses hommes d'attaquer les rebelles pro-Ouattara. Un premier accrochage aura lieu vers la prison civile de Yopougon, à la Maka, où Ibé et ses hommes
vont prendre le dessus dans cette grande attaque. Après réflexion, IB et ses hommes décident de les laisser rentrer à Abobo. Un autre accrochage aura lieu entre les éléments d'IB et les éléments de Kone Zakaria à la RTI avant que les FDS ne viennent tous les chasser. Donc les rebelles se battaient déjà entre eux. Et quand les FDS viennent, ils se cherchent. Vous comprenez maintenant là? Parce que IB, se voyant éloigné, faisait coup d'état dans le coup d'état. Donc guerre entre eux. Voilà. IB, se sentant trahi et rejeté, décide de faire un coup d'état. La majorité de ses combattants qui étaient avec lui, étaient avec lui car ils pensaient qu'il combattait pour Ouattara, décident de le quitter. Donc, tous ceux qui étaient avec Draman et avec Ibrahim Koulibaly, ça c'est au sein des rebelles. Il faut expliquer en détail ce qui se passe à Abidjan. Tous ceux qui étaient avec Ibrahim Koulibaly et qui pensaient qu'ils combattaient pour Draman, et après ils ont découvert que IB les utilise pour combattre leurs propres éléments, ont commencé à quitter IB. C'est comme ça le côté de Soro Guillaume, le côté de Draman Ouattara devenait très fort sur le côté de IB. Parce que plusieurs rebelles ont quitté IB parce que eux dans leur tête, Draman doit être président. Donc si quelqu'un veut mettre donc un frein à ce plan-là, on le quitte rapidement. C'est comme ça IB a perdu beaucoup d'éléments et ils se sont repliés vers l'hôtel du Golfe pour être au commandement d'un autre chef rebelle qui s'appelle Soro Guillaume. La majorité des éléments de IB qui étaient avec lui car ils pensaient qu'il combattait encore pour Draman Ouattara vont décider de le quitter. IB va rester néanmoins, IB reste néanmoins avec un noyau toujours dur. Il avait toujours beaucoup d'éléments. IB continue sa résistance et va jusqu'à même à demander un accord entre lui et la gendarmerie que, comme quoi, lui, il va laisser les éléments de la gendarmerie passer tranquillement dans sa zone et que la gendarmerie laisse faire pareil en les laissant passer pour attaquer les rebelles pro-Ouattara. C'est ce qui a été raconté d'ailleurs. Un groupe de rebelles a envoyé un véhicule Canter, je ne sais pas ce que c'est, des rebelles remplis de viande de bœuf et a été envoyé aux gendarmes à Agban où les rebelles sont rentrés, ont déposé la viande et sont repartis sans être inquiétés. Voilà. Donc en réalité, IB, il a fait un deal avec les gendarmes ivoiriens. On est en guerre. Et IB, il veut avoir affaire aux rebelles pro-Ouattara. Ok, dans l'autre groupe. Donc ils ont fait un deal avec donc, les gendarmes. Il dit, bon, nous on est à Bobo. Nous on est commando invisible. Aidez-nous à atteindre ceux-là. Donc, on peut vous laisser passer sans vous attaquer. Si nous on vient, ne nous attaquez pas aussi parce que nous on veut avoir affaire aux pro-ados. Donc les rebelles veulent attaquer des autres rebelles. Donc tout ça, beaucoup de personnes ne savent pas. Il faut expliquer ça aussi. Voilà. Après la capture du président Laurent Gbagbo le 11 avril 2011, IB n'a toujours pas été associé ni contacté par le nouveau gouvernement est menacé directement par Soro Guibafori Guillaume. Il lui demande donc de déposer les armes immédiatement, sinon toute personne qui aura encore les armes sera considérée comme ennemie. IB rentre en contact avec l'ambassadeur de la France et demande une médiation. Il pose des conditions pour le désarmement. Il demande donc l'insertion dans l'armée de tous les éléments qui ont combattu à ses côtés pour fragiliser les FDS à Abidjan. Donc IB dit, c'est nous, on est dans la même vidéo, hein. IB dit, c'est nous, on a commencé, puis en réalité, c'est eux qui ont commencé. C'est eux qui ont attaqué le camp commando d'Anyama, camp commando d'Abobo, c'était difficile sur eux. Ils ont commencé, c'est eux qui ont commencé la guerre. Donc IB dit, bon, si, comme vous, maintenant, on a gagné la guerre, Gbagbo est pris. Si vous voulez qu'on dépose les armes, parce que ceux qui étaient en Côte d'Ivoire à cette époque, qui étaient un peu matures, savent que lorsque Gbagbo a été arrêté, la guerre n'était pas finie. Il y avait encore une autre guerre. Et Yopougon était encore entre les mains des patriotes. Mais il y avait la guerre entre le pro-IB et le nouveau gouvernement rebelle qui était là. Donc IB dit, si vous reconduisez tous mes éléments qui ont fragilisé les commandos et les militaires, les militaires de Gbagbo, moi je dépose les armes. Et Soro Guillaume ne voulait pas. Draman Ouattara ne voulait pas. Et ça va devenir encore une guerre dans une guerre. Il demande un tête-à-tête avec Draman Ouattara qu'il va obtenir.
Le jour même du rendez-vous, son convoi tombe dans une embuscade tendue par les gens de Soro et IB va réussir tant bien que mal à s'en sortir et à se replier dans son fief. Donc, Soro Guillaume et ses éléments ont tendu un piège à ce rebelle IB. Voilà. Donc, Soro Guillaume ne voulait plus rien savoir sur celui qui est parti demander pour dire est-ce qu'il peut venir dans votre rébellion là aussi. Rappelez-vous, c'est Soro Guillaume qui allait demander à IB est-ce que je peux rentrer. Donc, quand Soro Guillaume a eu la confiance de Dramane Ouattara, son ancien patron, son ancien frère IB, son ancien frère, son ancien patron, Soro Guillaume ne veut même plus de médiation. Donc, IB dit, bon, comme on ne peut pas parler à Soro Guillaume, lui, il veut qu'on me tue forcément, moi, je vais parler directement avec Alassane Dramane Ouattara. Et Dramane Ouattara, étant reconnaissant, parce qu'il faut reconnaître que c'est IB qui a commencé, il a dit, oui, je peux le recevoir. Pendant que IB est en train de venir pour voir Dramane Ouattara, Soro Guillaume a posté ses rebelles. Et IB est tombé dans une embuscade. Quand on dit embuscade là, c'est parce que c'est français que ça paraît facile. Embuscade, c'est que tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui est là, qui veut te tuer. Et puis après, tu découvres cela. Voilà. Donc les gens sont cachés dans les airs, tout ça là, parce qu'ils connaissent l'itinéraire de IB. Ils savent que IB vient. Et ils connaissent toutes les routes. Pour quitter à Bobo, pour venir à l'hôtel du Golfe, quand même, les grandes routes, on les connaît. Donc les embuscades, c'est facile à les placer. Mais IB, comme il ne vient pas seul, ils ont tout fait et puis ils sont sortis vivants et il a replié. Il n'a plus vu Alassane Dramane Ouattara et il a replié donc sur Abobo. Quand c'est comme ça, ben, IB va se dire que c'est Dramane Ouattara lui-même qui veut sa peau. Et donc la guerre sera encore rallongée. Or en réalité, lui-même qui était derrière, il s'appelle Soro Guibafori Guillaume. On continue. Il va donc demander un tête-à-tête avec Alassane Dramane Ouattara qu'il obtient. Le jour même du rendez-vous, son convoi tombe dans une embuscade tendue par les gens de Soro. IB réussit tant bien que mal à s'en sortir et se replie dans son fief. Les mêmes qui ont attaqué IB iront dire à Dramane Ouattara que IB a refusé de venir au rendez-vous. Voici le plan. Parce que Dramane, lui, il ne sait pas. Dramane, lui, veut recevoir IB pour parler, pour ne pas qu'il y ait des morts. Comme ça, IB aussi va rentrer dans le gouvernement, IB va manger. Peut-être si IB était là, il allait être aussi promu comme Kone Zakaria aujourd'hui, Chérif Ousmane. Qui a fait défiler là? C'est Chérif Ousmane, non? Oui, Chérif Ousmane. Parce qu'ils étaient tous rebelles. Même Chérif Ousmane, il avait pour patron IB. Vous voyez? Donc pour Dramane Ouattara, il n'y a pas de problème. Les gens ont fait, Gbagbo a été attrapé, on n'a qu'à résoudre le problème. Mais Soro Guillaume derrière ne veut même plus que IB rentre. Parce que si IB rentre, Soro sera inférieur dans les hiérarchies des rebelles. Donc lui, il veut prendre la place même des rebelles. Donc quand on voit le parcours de ce monsieur qui rentre dans une rébellion et qui fait tout ça pour avoir une place, c'est pas quand il sera président de la République que nous autres, on sera épargnés. Ils vont nous traquer ici. C'est pas un homme à qui il faut faire confiance. Ça, je vous le dis. Ça peut faire mal aux Éléonores, aux gens peut-être qui m'estiment, qui me regardent à cacher les cadets. Mais c'est la vérité que j'ai dit. Donc, les mêmes qui ont attaqué le convoi de IB vont venir dire à Dramane Ouattara, ah, IB dit qu'il ne va pas venir. Hein. Oh, ils les ont attaqués. Mais Dramane Ouattara n'est pas au courant. Donc, les mêmes qui ont attaqué IB iront dire à Ouattara que IB refuse de venir au rendez-vous. IB aussi, lui, il se disait que c'est un coup qui a été monté par Dramane Ouattara pour l'éliminer. La méfiance va donc s'installer solidement entre les deux hommes. Ce qui va tout gâter. IB va prendre des vivres et des munitions pour aller croiser les jeunes patriotes et les libériens pour demander qu'ils s'allient pour libérer Gbagbo Laurent et prendre le pouvoir. Donc IB, il ne sait pas que Dramane n'a rien à voir dans le problème. Lui, chez lui, parce que, Soro Guillaume, non, il est intelligent, mais dans le mal, ce monsieur-là. Sinon, il est très intelligent. Donc, lui, il est au milieu. Il a gammé les rebelles pour aller attaquer les IB. Donc, IB, quand il voit qu'on les a attaqués, lui, chez lui, c'est Dramane Ouattara qui a donné l'ordre. Donc, il n'a même plus des téléphones pour dire, mais vous m'avez attaqué. Donc, Dramane, lui, chez lui, IB refuse de venir. C'est ce que les hommes de Soro sont partis dire à IB. IB aussi, lui, chez lui, c'est Dramane Ouattara qui a donné l'ordre pour qu'on cherche à le tuer. Par conséquent, IB sort 0-0. Donc, c'est comme ça qu'il a dit, bon, si c'est comme ça, moi, j'ai aidé les FDS, on va libérer Gbagbo Laurent. Comme ça, nous tous on va perdre.
Donc IB aussi a commencé à rentrer en contact avec les FDS, avec les gens de Gbagbo, pour pouvoir aller libérer leur patron. Et si Gbagbo vient au pouvoir, IB sera aussi récompensé si vous voulez, ou bien ce que sur Draman va perdre. Parce que c'est quelque chose qui a commencé. Vous voulez me mettre derrière. Ben, je ne vais pas être derrière. Donc IB ne voulait plus aucune négociation parce qu'il a été attaqué déjà. Et chez lui, c'est Draman qui est derrière. Or, c'est un individu qui est derrière l'étudiant en anglais, Soro Gbafore Guillaume. Il faut le dire à nos petits frères. Il est vivant et puis je parle. Tout ce qu'il a de plus que moi, c'est qu'il a beaucoup d'argent que moi. Sinon, il est vivant et puis il parle. S'il dit c'est faux, il a quand même raconté aussi son histoire. Pourquoi de là, il casse aucun papo? Et lui-même, il a dit, si je parle, la seule personne qui va sortir blanchir, c'est Gbagbo Laurent. Mais lui-même, il est mouillé jusqu'au cou. Ok, on continue. Ce qui va tout gâter, IB va donc prendre des vivres et des munitions pour aller croiser les jeunes patriotes et les libériens. Parce qu'à ce moment, les jeunes patriotes patrouillaient un peu dans leur quartier. Ils étaient déjà armés. Hein. Par exemple, Blé Goudé, tous on va expliquer ça. Blé Goudé a appelé les gens pour venir s'enrôler, pour venir prendre les armes. C'est-à-dire, moi, même si je voulais à ce temps-là, il pouvait aller prendre armes. Voilà. Mais il a voulu que ça soit normal. C'est pourquoi on ne l'a pas condamné. Donc, il a demandé au chef d'état-major et aux gens d'envoyer les gens pour former ces jeunes-là et pour leur donner des choses rapides pour qu'ils aient un combat. Donc, beaucoup de patriotes étaient armés. C'est-à-dire les jeunes qui veulent servir leur pays comme moi. Ce qu'ils sont en train de faire, on ne me paye pas. Mais je le fais par patriotisme. Donc, beaucoup ont pris les armes pour sortir. Quand tu avais 10 ans ou 12 ans, on est en 2012, dans mon âge, j'étais pas trop petit, mais j'étais trop gamin. J'étais trop gamin, et puis je suis le seul fils de ma mère, et puis c'est compliqué, tout ça. Donc on voulait, mais on ne nous laissait pas aussi. Mes parents ne voulaient pas. Peut-être ça m'a sauvé la vie, sinon ils seraient morts par les hommes de Soro Guillaume et de Draman Ouattara. On m'aurait peut-être tué. Parce que nous tous, on voulait combattre notre peuple, ce n'était pas normal. Tu es burkinabé. Tu te vas soutenir une rébellion. Tu te vas parrainer une rébellion pour venir en Côte d'Ivoire pour mettre les femmes en prison. Pour couper les têtes de tous ces kofis. C'est pour ça que tu as fait rébellion là. C'est pour prendre ton petit qui a trahi même les IB pour le mettre en exil et puis te pérenniser au pouvoir. Pendant que le peuple a fait. Et une 50 francs. Eh Seigneur Jésus. Une 50 francs que moi j'ai vu là. Dans d'autres régions, il n'y a plus eu 50 francs en Côte d'Ivoire. Ce qui va tout gâter, IB va prendre des vivres et des munitions pour aller croiser les jeunes patriotes et les jeunes libériens pour demander qu'ils s'allient ensemble pour libérer Gbagbo Laurent et pour le remettre au pouvoir. Le nouveau pouvoir ayant pris lance, une offensive. Oh, ok. Donc le nouveau pouvoir lance une... Je ne comprends pas bien la partie là. Le nouveau pouvoir ayant appris... Ah, ok. Donc, on parle de Draman. Donc, le nouveau pouvoir ayant appris cela, il a sauté, ayant appris cela, va lancer une offensive sur IB rapidement. Parce que s'il réussit à faire cette alliance, c'est pourquoi les gens ont pressé la réunion, et je vais vous montrer la vidéo tout à l'heure, ils ont pressé une réunion pour aller attaquer IB. Parce qu'ils avaient déjà appris ça. Puisque tout était sur écoute, les Français écoutaient toutes les communications et partaient donner aux rebelles. Donc les rebelles étaient au courant de toutes les alliances, de tout ce qui se passait. Donc quand IB l'appelle, quand les gens sont en train de négocier avec les patriotes, puisque les FDS ne peuvent pas accepter ce genre de deal, donc ils sont partis vers les patriotes, ils sont partis vers les libériens pour dire, ah nous on est là, on va vous aider, on va libérer le vieux, on va le bombarder les rebelles pour prendre le vieux, pour le remettre au pouvoir. Parce que IB, il voyait qu'il sortait 0-0. Si ses propres éléments, ses propres alliés l'attaquent, donc il va aller tout gâter, comme ça ils aussi vont perdre. Mais c'est mal qu'on ait les Soro Guillaume, parce qu'ils sont soutenus par l'ONU et par la France. Donc, ils ont automatiquement appris la nouvelle. C'est pourquoi le gars dit, ok, le nouveau pouvoir ayant appris cela, lance une offensive sur le fief de IB. Après des heures de combat, IB sera malheureusement tué avec son petit frère Soalio. Des sources racontent que c'est la France qui a fait le boulot. Donc là, il n'affirme pas ça lui-même. Les gens disent que c'est les hommes, mais en réalité, il y a des sources même que les gens disent que c'est la France même, normalement. IB, il était aussi très armé, hein. C'était pas du jeu. Hein. Ainsi mourut le plus grand putschiste ivoirien que la Côte d'Ivoire n'ait jamais connu, Ibrahim Koulibaly. Voilà, du début jusqu'à la fin du règne
de ce premier putschiste et rebelle de la Côte d'Ivoire qui se nommait Ibrahim Koulibaly. Ivoirien de père et de mère. Nous sommes presque à 2 heures. Parce que comment Ibrahim Koulibaly est mort. Mais je vais vous montrer une vidéo où la décision a été prise pour finir avec lui. Je cherche la vidéo. Hein. Je cherche quoi, parce que je n'ai pas préparé. Voilà. Écoutez très bien ici. Oh, mais pourquoi c'est ceux-là qui postent? Quand ceux-là postent là, mais... Écoutez ici. Avec une température autour de 5 degrés. Mais dans les locaux, un temps glacial sur... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Oh. J'ai des vidéos là que je vois plus sur internet là. Où Soro Guillaume... Je vois plus ces vidéos là. Je vois plus ces vidéos là malheureusement. Ça y est dans ma tête. Je vois encore les images de cette vidéo. Merci d'être 200 et quelques. Malgré qu'il est très tard. Il est 17 h ici. Donc il est très tard chez vous. Hein. Je voulais montrer la vidéo où Soro... Oh, Guillaume Soro condamné à 20 ans. Non, ça c'est la vidéo récente. Oh. Quel titre? Qui va me donner le titre de la vidéo où on voit Soro Guillaume qui disait: il vous appartient, monsieur le président, de donner l'ordre pour que IB soit neutralisé. Voilà. Soro Guillaume parlait. Et après, Drama Ouattara a donné l'ordre. Et c'est comme ça qu'ils sont tombés sur les gens d'IB. Je ne retrouve pas la vidéo ici, malheureusement. On va regarder TCI, où Drama Ouattara parlait. C'est-à-dire juste après qu'ils aient tué IB, Drama Ouattara a parlé un peu. Attendez, après la publicité, on va regarder ça sur TCI. C'est TCI qui a filmé ça, leur télévision sanguinaire. Et après ça, je vais vous laisser. Alassane Dramane Ouattara a co-animé une conférence de presse avec son homologue. Même cette magnifique journaliste-là, elle était du côté des rebelles. D'ailleurs, tu n'es pas du côté des rebelles. Tu t'en fais quoi sur les plateaux des rebelles? Et puis tu fais journal parler sur TCI au nom des rebelles. C'était une journaliste bien, il ne connaît même pas son nom. Que nous vous proposons ce soir, le chef de l'État se prononce sur l'impunité, sur le nom du prochain gouverneur de la BCAO et sur la mort du sergent-chef Ibrahim Koulibaly. Le nom du prochain gouverneur, oui, j'ai déjà proposé à tous les chefs d'État de lui et moi. Il y a une seule qui dit qu'elle ne connaît pas TCI. Oui, c'était une télévision qui a été créée pendant un court délai, une courte durée. Donc ceux qui n'ont pas, ceux qui étaient bébés, enfants, ne savaient pas de quoi on parlait. Voilà, donc la télévision a été créée entre le 16 décembre 2010 et on peut dire peut-être 2 mois plus tard. Et puis après ils ont supprimé. Quand ils ont pris le pouvoir, ils sont allés réaménager la RTI. Et ils ont enlevé cette télévision-là. Sinon avant ça s'appelait TCI, la télévision pendant la guerre. C'est là-bas que Drama Ouattara était président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà. Donc c'est ce que je... Le nom du prochain gouverneur, tous m'ont donné leur accord. Il sera donc désigné très prochainement à l'occasion de la conférence des chefs d'État à Lomé. Je crois que c'est le 30, c'est le 30 mai. Donc là, Drama Ouattara n'était pas encore président. Hein? Tout ce qu'il faisait, c'était à l'hôtel du Golfe. Voilà. Tout ce qu'il faisait, c'était à l'hôtel du Golfe. Mais ils avaient déjà attrapé, malheureusement, le président Laurent Gbagbo. Voilà. Une enquête concernant les circonstances de sa mort. Vous voyez, il a sauté un peu. Il dit on va mener une enquête. C'est lui-même qui a demandé à ce qu'il soit tué. Vous voyez comment il s'est un trompeur, c'est un menteur ce monsieur. Mais c'est la vidéo que je cherche et puis je ne trouve pas. Je vais vous montrer une ancienne vidéo où Ouattao donnait l'ordre aux éléments pour aller attaquer. Leur place d'armes, le jardin d'une villa cossue de Cocody. Depuis une semaine sans ravitaillement, ces soldats ont visité les résidences des alentours pour s'approvisionner. Nous ne sommes pas des miliciens, nous sommes une armée républicaine. Et on doit avoir un bon comportement. Parmi vous, il n'y a pas du tout le monde. Il y en a qui travaillent bien, on les connaît. Par contre, il y a d'autres là, ils sont là. Dès que vous passez, vous dites sécuriser le coin, là, ils profitent pour casser la maison. Si j'en attrape un militaire parmi nous ici, en train de piller une maison, les gars, vous savez comment on règle nos problèmes entre nous. C'est baisé là?
C'est pesé. Pour se différencier de l'ennemi, Vous voyez Ouattao? Ceux-là, ce n'étaient pas des corps habillés, ce sont des rebelles qu'eux ils appelaient FRC, Force républicaine. C'est nos frères, ce ne sont pas nos ennemis. Ouais, non, je sais pourquoi je parle. Non, non. Hey, vous l'avez fait? pour la troupe, la réconciliation prendra du temps. La mission du jour, patrouiller dans le quartier, là où se terre Laurent Gbagbo. Quelques poches de résistance subsistent. Au rond-point près de l'université, des civils. Ils n'ont que quelques heures pour faire des provisions. Vous voyez comment les femmes là marchaient? Et c'est comme ça en Côte d'Ivoire on marchait. Lorsque ces gens-là sont venus au pouvoir par les armes. Quand tu marches, tu lèves les mains. Je ne sais pas si vous avez vu les jeunes filles là, des femmes, hein, mais elles ont les mains levées. Parce que les rebelles faisaient des patrouilles. Et les gens tuaient systématiquement toutes les personnes qui avaient coco taillé. Donc à cette époque-là, si tu as des kento, tu es mort. C'est-à-dire les kento, parce qu'ils se disent que tu es un militaire, tu es un civil. Si tu as coco taillé, ils se disent que soit tu es milicien, parce que les miliciens, eux tous, ils étaient rasés. Voilà. Il dit miliciens, les patriotes, les jeunes ivoiriens. Voilà, ils étaient tous rasés. Et aussi les corps habillés, normalement, tous les corps habillés ont coco taillé. Donc à cette période-là, entre le 16 décembre 2010 jusqu'en avril, tout garçon qui n'a pas cheveux sur sa tête et qui a des kentos, c'est-à-dire quand tu pompes là, les commandos, ils aiment pomper là. Donc, et regarde ici, tu as des kentos et puis tu as un coco taillé, on t'allume. Systématiquement. Voilà ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. À ta cheveux, ça prend un peu de temps pour pousser. Si tu t'es coiffé en décembre, ou bien tu t'es coiffé avant avril, et que tu t'es en coco taillé, et ils ne réfléchissent pas. Donc il y avait plusieurs choses qui sont déroulées pendant cette crise-là. Et nous allons revenir dessus un peu. Comme ça fait 2 heures que je suis en direct, vraiment je vais vous laisser. Je voulais qu'on voie la vidéo où Soro Guillaume donnait l'ordre, mais malheureusement la vidéo n'est pas ici. Je ne la retrouve pas. Voilà. Donc tout ça pour qu'aujourd'hui il soit en exil. C'est dommage et c'est triste pour la Côte d'Ivoire. Des gens sont décédés. Des pères de famille ont laissé leur famille. Il y a même des femmes, des rebelles attrapent des femmes et puis on leur demande, tu veux qu'on tue ton enfant ou bien tu veux qu'on coupe ton bras droit? Et la femme donne son bras droit et puis on coupe. C'est ça passé en Côte d'Ivoire. Il faut que nos petites soeurs le sachent, nos petits frères le sachent. Des gens n'étaient pas encore en vie à cette époque. Et aujourd'hui, ces personnes ont 18 ans. Il faut leur dire ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ils sortent avec nos mamans, nos petites soeurs, et puis après, ils les éventent. On ne sait pas ce qu'ils cherchent. Et des gens ont été... Vraiment, il faut qu'on le dise. Même si YouTube va me blâmer, le cas me blâmer, il faut qu'on le dise. Des gens ont été éventrés. Et je ne comprends pas comment certains Ivoiriens réfléchissent. C'est ce monsieur-là qu'on veut mettre au pouvoir, qui a été chef de la rébellion et qui a fait la rébellion dans la rébellion. Et de tout son parcours, il ne fait que faire des rebelles. Il a trahi Gbagbo Laurent, il a trahi Blé Goudé, il a trahi Ibé. Il voulait même trahir Drama Ouattara. Et quand Drama Ouattara a vu ça venir de loin, ils l'ont chassé de l'Assemblée nationale. Ils l'ont mis en exil. Perpétuité 20 ans. Il ne peut plus rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'eux, ils ne s'amusent pas. Quand eux, ils voient le mal venir de loin, eux, ils anticipent. C'est Gbagbo Laurent qui était l'ange avant. C'est lui qui prend les rebelles, mais il va faire comment aussi. Bon, tout était Nyangami. Chef frère de soeur, c'était le frère Herman. Ça fait 2 heures. Je ne vais pas dépasser 2 heures quand même, c'est trop. Voilà. Donc, merci quand même à tous ceux. Jusqu'à là, il n'y a pas 100 pouces bleus, mais quand même, il y a eu plus de 200 personnes en ligne. Et je sais qu'il est très tard chez vous. Voilà, ici, on s'en a 18 heures. Donc, merci beaucoup. Moi, je vais... Voilà, donc je vais partir. Le temps est très bon dehors, il n'y a pas de soleil, il y a à aller travailler. Voilà, merci beaucoup. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont regardé ce long direct. Je sais que c'est à cause de ce que nous lie le patriotisme et à cause de notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi vous avez tenu jusqu'à cela. Et je vais continuer, on n'a pas encore fini. Il y a trop de choses à expliquer en détail. Et je pense que Dieu nous donnera la force de continuer à faire notre combat. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse les Côte d'Ivoiriens et les Côte d'Ivoiriennes. Je vous remercie.